Charles Air Jourdain. J'ai eu la chance de faire plusieurs podcasts. Tant que la caméra n'était pas en on, c'était pas la personne qu'elle prétendait être. On veut des noms, Charles! Les libéraux, les démocrates, le LGBT, la victimisation, tout ça, moi, je ralliais ça dans le même panier, puis j'étais comme, man, ils sont mongols, vous êtes trop fous, c'est quoi ça, man, cette espèce de fausse identité-là? Là, t'es rendu, man, un chat, puis t'as besoin d'une litière dans l'école, vous êtes complètement débile. Je n'aime pas la victimisation. J'ai un moment difficile, mais je suis ADHD, je pourrais pas. Je suis en surpoids, mais c'est à cause de ça. Si t'as pas de responsabilité dans ta vie, t'as pas de pouvoir sur ta vie. À quel point est-ce que de manger un coup de poing d'en face, ça garde une personne humble? Je vais te frapper au niveau de la gorge, ça prend simplement 10 livres de pression, briser la trachée. Moi, je te d'un coup. Un nez brisé, ça revient en 2 mois. Une confiance brisée, ça peut durer toute une vie. Probablement qu'Anne-Marie aimera pas ça, mais c'est Lisande, qui fait de la misandrie, puis on accepte ça parce que c'est moins pire que de frapper quelqu'un. Mais c'est des violences psychologiques qui laissent des traces énormes. Acheter une maison, c'est pas du chinois. Travailler avec un courtier hypothécaire, c'est un peu comme faire du bench. Puis mettons, là, Nico, comment qu'on fait pour être admissible à une hypothèque? La même chose, il faut un coût. La même chose, il faut une job temps plein. C'est pas la même chose, une cote de crédit à 600. La même chose, il faut ta mise de fonds de 5%. Quand tu dis des poux, là, c'est pas des poux? Non, c'est ton coût, il faut que tu respectes. Alright. Il me semblait que ça me piquait à la tête. Mettons que tu es propriétaire de ta propre business, est-ce que ça s'applique aussi? Ouais. Il faut juste que tu aies 2 ans dans ta business par contre. Faut que ta business existe depuis plus que 2 ans? Faut que tu aies fait 2 déclarations d'impôts dans ta business. Puis as-tu des revenus minimums? Je qualifie pour 4 fois tes revenus nets. 4 fois tes revenus nets? Ouais. OK. Exemple, tu fais 50 000, tu vas qualifier pour 200 000. Hypothèque. J'ai des poux? Non, il faut que ton cœur y batte. Même dans le VR, je change de pas ces combats. Hey, what's up? Pour de vrai, let's go! On est back ici. Aujourd'hui, on est complètement fighter. On a la chance d'être avec Charles Jourdain. Si vous ne me connaissez pas, c'est GNT avec mon co-host. Manny, le vieux chauve. Yes, sir, le gourou de notre secte. On a un jeune chauve aujourd'hui. Ouais, écoute, on est pareil, man. Let's go. On s'est appelé juste avant. Je suis content d'être là. Merci beaucoup de me recevoir. Tu as eu une certaine transformation dans les dernières années. Puis c'est très inspirant parce que c'est des choses qu'on va toucher pendant la conversation, j'ose espérer, mais on a vu que un des plus gros problèmes en ce moment chez les jeunes hommes, c'est une espèce de quête d'identité. Puis je pense que tu te retrouves avec ça, puis c'est très inspirant. Quand on va parler, exemple, de l'Église, on a souvent une vision très du passé, de ce que c'était. Puis c'est le fun d'avoir quelque chose de nouveau. Puis j'ai eu la chance d'écouter quelques de vos podcasts. J'aime comment vous apportez les choses. J'aime quand vous touchez des sujets qui sont pas controversés, mais qui sont des sujets d'actualité avec une approche rationnelle plutôt qu'une approche émotionnelle. Puis je pense que ça fait réfléchir les jeunes plutôt que de seulement être en surface, seulement lire des titres, des punchs. Donc, merci à vous de me recevoir. Puis je suis très content d'être ici. À quel point ça te tient à cœur, les jeunes? Beaucoup. J'ai une messagerie, sur mon Instagram, la plupart des gens qui me suivent, c'est des jeunes entre 15 et 28 ans. J'ai un impact, j'ose espérer, positif derrière eux. C'est là que je fais attention. J'essaie de devenir le meilleur homme possible. Je pense que ça devrait tous être notre quête. Puis moi, je suis plus un petit peu plus un grand fan de philosophie. J'aime beaucoup Spinoza, Marcus Aurelius dans son livre Méditation. Donc, ça va être fun d'échanger des idées autour de nos visions. Mais je pense qu'on se rejoint sur une chose, c'est qu'on veut être les meilleurs hommes possibles. Et allons-y avec ça. C'est ça, 100%, mais c'est ça qui va être intéressant de ce podcast-là, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, eux autres qui écoutent, Charles, c'est un fighter de la UFC, vous pouvez le voir par son manteau, par son look, par l'image qui est derrière nous, mais j'ai préparé un petit rundown, un résumé de ta carrière, parce que oui, tu es un fighter de l'UFC, mais le but de ce podcast-là, c'est pas juste de parler de l'UFC, c'est aussi de savoir qui tu es personnellement, puis ton point de vue sur la spiritualité. Là, tu vas être père dans pas long, fait qu'on va tout tomber là-dedans, mais... Génial. OK, fait que c'est ça, OK. Charles Air Jourdain, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec. Il s'est fait un nom dans l'univers du MMA grâce à son style de combat spectaculaire et son énergie explosée.
Charles a fait ses débuts dans la UFC en 2019 et a obtenu sa première victoire avec un KO spectaculaire contre Do Ho Choi. J'ai checké le combat tantôt dans le sauna, c'était fire. Un moment marquant dans sa carrière est lorsqu'il a fait le fameux Sparta Kick qui a fait le tour du monde contre Marcelo Rojo en 2021. Celui-là était contre André Ewell. My God, t'as même pas fait ta recherche correct. du monde. Et je viens de bel oeil, mais à date, là, Je vais être honnête. Non, je vais être 100% honnête, là. C'est parce que je me suis fait aider de ChatGPT pour faire ça. Puis, ça a dit, tu t'es battu contre Korean Zombie. J'ai dit, c'est jamais battu contre Korean Zombie. Après ça, ça a dit, il a gagné contre Fiji ou Philly. Là, moi, j'étais comme, non, il a perdu contre Philly. Fait que j'étais comme, ChatGPT, je blâme. Mais techniquement, c'était une décision partagée que plusieurs m'ont vu vainqueur. Donc, ça, je le donne à ChatGPT. Ben, justement, le prochain point, c'était aujourd'hui, Charles détient une fiche de 14 victoires et 7 défaites, donc beaucoup ont été controversés selon l'opinion. 16 défaites? 16 victoires. Là, ça le fait pas, là. Honnêtement, ChatGPT, ça le fait pas. Ça valut la peine. En tout cas, c'était très intéressant. 16 victoires, 7 défaites, dont beaucoup ont été controversés selon Moi, le. je suis un timement parce que j'aimerais ça. Réfléchis un petit peu à si tu veux continuer. Moi, je pense que un coup de poing pour chaque mauvais face. Un coup de poing dans le ventre. Une seconde de On le clé fait de cou. après. Mais on commence à partir de là. Mais beaucoup de défaites ont été controversées selon l'opinion de l'analyste en chef GNT. Le 2 novembre dernier, Charles a fait son début en bantamweight. En français, ça se dit poids coq. Puis ça aussi, selon l'analyste GNT, c'est complètement affreux. Poids coq. Ouais, mais un bantam, c'est ça, c'est un coq. C'est vrai? Ouais. C'est là, poids coq. C'est quelque chose. Je savais pas que c'était Mais poids sinon, coq. juste en dessous, je pense que c'est les 115 livres, les autres, c'est poids paille. Fait que ça, c'est très difficile, mettons que tu deviens champion du monde dans une catégorie comme ça. Tu peux pas te considérer le baddest man ever. Ouais, c'est ça. Fait que tu pèses combien? En ce moment, 160. Quand je dois faire la pesée, je dois descendre à 135 et je réhydrate à peu près à 155 dans le... C'est tout un processus. Ça screw. Puis le dernier point, c'est que tu as remporté ton dernier combat à Edmonton devant la foule canadienne avec un guillotine choke. Yes. Fait que là, on est rendu là. Ma question, c'est, il se passe quoi maintenant? C'est aussi que tu te vois, parce que là, tu t'en viens père, tu as dit qu'il faut que tu repenses à tes affaires. T'es 28 ans, t'es encore jeune, fait que c'est quoi le futur? C'est une question qui est très broad. C'est sûr que d'être un père, ça fait en sorte que tu ne penses plus comme une personne très selfish. Tu penses à redonner encore plus. La quête d'être un meilleur homme et pour être fait partie du fait que je vais être le meilleur père possible. Ça ne vient pas avec un guide, ça va être extrêmement difficile. Mais tout ce que j'ai appris à travers la voie des arts martiaux a fait de moi, à mon avis, un meilleur homme, quelqu'un qui est beaucoup dans le partage. Mais bref, ce que je veux dire derrière tout ça, c'est que quand j'ai su que j'allais être père et que j'ai gagné, je suis pas quelqu'un qui est très proche de ses émotions. Je suis un très grand fan, encore une fois, de Marcus Aurelius, donc la philosophie stoïcienne, qui est une absence d'émotion due à une présence de conscience. Puis quand on fait ça, c'est très difficile pour moi quand je suis en mode fight, plan de match, conquérir, devenir le numéro 1 au monde. C'est très difficile d'avoir trop d'émotions là-dedans. Mais quand j'ai gagné, j'ai eu un relâchement et j'ai eu un petit chat dans la gorge. J'ai une vidéo où on me voit avec des larmes un peu. Puis même mon coach, qui me connaît depuis des années, qui ne m'a jamais vu avec des larmes dans les yeux, était là. What's going on here? C'était quelque chose, mais c'était de savoir que tout ce que je viens de faire, parce que j'ai acquis aussi le bonus de la soirée, j'ai eu une très grande victoire. Maintenant, je touche des bourses que jamais j'aurais espéré toucher. Mais c'était dans l'optique de « Oh mon Dieu, je vais pouvoir enlever un burden, mais en français, un poids financier que ma femme n'aura pas besoin de se dire hey, avec ma grossesse, je dois aller travailler. » Je peux donner plus de possibilités à ma femme et mon fils dû au fait que je saigne dans l'arène. Je t'entends parler de ton rôle de père. Ma question, c'est quoi ta relation avec ton père, puis comment lui a vécu ce rôle-là? Belle relation. Mon père a eu 4 garçons. Okay. On était 4 boys dans la maison, donc ça brassait. T'es combienième? Il y en a 2 plus vieux, puis moi et Louis, on est les 2 plus petits. Les 2 plus jeunes, on est des combattants. Et les 2 plus vieux, eux autres, c'est des gars qui travaillent dans la construction. On a eu des... Tu sais, c'est là qu'on dit souvent « Ah, vous venez de telle maison, vous devez tous penser de la même manière. » Absolument pas, on est 4.
entités complètement différentes. On peut s'ostiner sur plein de choses, mais à la fin de la journée, on est des frères puis on espère le meilleur d'entre nous. Mais il faudrait pas qu'il y ait des caméras au souper de Noël. Là. C'est fou qu'est-ce qu'on dit puis tout. Mais même si, mettons, on s'insulte puis tu sais, mettons, il y a un de mes frères, tu sais, quand il a vu le KO, tu sais, il a trouvé ça drôle. J'ai reçu un KO à UFC 303 parce qu'il sait que... Tu t'es fait KO? Oui, mais tu sais, il trouve ça drôle dans le sens où... Que tu t'es fait KO? Rire. Oui, mais tu sais, non, il veut pas que j'aie des dommages à long terme, etc. Tu sais, c'était le seul revers que j'ai. C'était la première fois que je mangeais un coup aussi fort. J'ai tombé, puis mon adversaire a été très cool. Tu sais, il m'a pas embarqué dessus pour Silva. Exactement, Jean Silva qui frappe comme un cheval. Tu sais, Duo Choi est un artiste du KO, puis c'est moi qui le KO. Donc, quand je combattais des gars que c'était coup pour coup, j'avais toujours le meilleur de ces adversaires-là. Mais lui, le Brésilien, quand j'étais dans l'autre catégorie, la catégorie poids-plume, j'ai rencontré mon homme. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que entre frères, on se taquine. Tu sais, je pense que la manière masculine de s'encourager va être un peu dans pas un dénigrement parce que c'est pas ce que c'est, mais on va être beaucoup plus prompt. Tu sais, hey, Christian, t'as pris du poids, gros tas. Tu sais, on va s'ostiner de même, mais tu sais, c'est toujours fait derrière le fait qu'on s'aime. Yeah. Tu sais, exemple, Léo, celui qui travaille avec vous, qui est juste là derrière les caméras, tu sais, on veut juste taquiner. Mais tout ça, c'est de l'amour parce que non seulement j'aime qui tu es, mais j'aime aussi tout ce que tu peux être. Donc, l'amour du potentiel, à mon avis, c'est un amour qui est très masculin. Donc, pour revenir à ce que tu demandais avec le père, tu sais, on s'est déjà fait dire par notre père, je ne suis pas en colère, je suis déçu parce que ton père espère que tu deviennes... Tu sais, ça, c'est une phrase que je suis un peu d'accord, mais pas trop d'accord, c'est qu'ils disent que ton père est vraiment le seul qui veut que tu fasses mieux que lui. Je pense que quand tu as un bon entourage sain, ça se fait aussi, mais c'est vrai que des fois, quand tu es dans un milieu compétitif, tu sais, ils veulent te voir bien faire, mais pas mieux qu'eux. Il y a des gens qui sont un petit peu plus radins comme ça. Donc, mon père, c'est dans cette optique-là qu'il nous a élevés. Il nous a élevés avec beaucoup de liberté. Ma mère aussi. Ma mère était pas dans le confort de « écoute, va à l'école, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça ». À 18 ans, je suis allé au cégep. J'ai détesté. C'était vraiment pas pour moi. J'ai pas trouvé ma place là. Je suis arrivé, j'ai dit à ma mère, « Maman, you know what, je vais mettre le plus de sous de côté puis je vais partir combattre en Thaïlande. » Ça, c'était avant que ça devienne populaire. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont en Thaïlande combattre, etc. aujourd'hui parce que c'est devenu comme une mode. Mais moi, quand je suis allé là, c'était un peu avant que ça devienne la destination ultime des combattants. Puis ma mère a dit, « OK, parfait, je te laisse aller en Thaïlande, je te laisse lâcher l'école, mais si jamais ça marche pas, si jamais ton rêve fonctionne pas, trouve une solution. » Je dis, OK, parfait, je vais trouver une solution. Donc, cette espèce de sentiment de confiance et de liberté-là que mes parents m'ont donné a fait en sorte que j'ai pu gravir les échelons mondiaux puis me retrouver dans la plus grande organisation de combat extrême au monde. Puis, n'en voulez pas à vos parents si jamais ils vous approchent avec une autre façon, exemple, un petit peu moins de liberté, parce que vos parents vous aiment puis ils veulent pas... Il n'y a pas grand monde qui veut se dire « OK, mon fils s'en va à 18 ans se battre en Thaïlande. » Il aurait pu m'arriver plein de choses. Il est arrivé des affaires là-bas, puis c'était une belle expérience, mais il y a bien des moments que si je n'avais pas cette capacité à sentir le danger, je ne serais pas resté là. T'sais, il y a eu des choses assez extrêmes qui sont arrivées. Vite, je vais faire un parallèle. Il y avait un gars qui s'appelait Matthew Rickardson. Il était un combattant extrême. Il était tellement gentil, charismatique. Je pense qu'il était jamaïcain. Fait que Reggae Man, lui, il fumait du cannabis avant les combats. Tu sais, d'habitude, tu veux être en mode non, c'est fort. pas... Lui, il était super cool. Puis lui, c'était vraiment un vagabond du combat. Il arrivait, puis hey, vous des shorts, je me bats tantôt. Tu sais, pas une très grande méthodologie. Tu sais, c'était pas un grand stratégiste, mais pourtant, il se battait. C'était de l'art, voir ces gars-là. Puis lui, il s'est ramassé en Thaïlande. Il a commencé à vivre de ça. Puis lui, il disait, j'avais des coconuts, de la bonne bouffe, ça coûte rien, etc. Il a réussi à gagner un combat que, selon plusieurs, c'était pas le combat à gagner parce que c'est un monde très dangereux, la Thaïlande. Puis ils l'ont passé. Wow. Il a été retrouvé mort avec une ceinture autour de la gorge en Thaïlande. À cause qu'il a gagné un combat? Il y a beaucoup d'argent dans ce milieu-là. J'ai une autre histoire d'un homme que j'ai rencontré, Yogi, qui s'appelait... Et ce gars-là, quand je l'ai rencontré, un homme très grand, il y avait des tatous partout, super gentil. Donc, j'ai commencé à échanger avec lui. Puis, je lui demande, tu sais, je suis très prompte, surtout quand j'avais 18 ans, tu sais, je lui demande, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y avait des trous ici, il marchait bizarre, etc. Mais pourtant, j'étais comme, merde, t'es un spécimen physique. C'est impressionnant, l'aura de confiance que t'as. Lui nous avait expliqué, je vais faire une histoire courte,
que lui, il était en Chine, puis il faisait des combats de kickboxing. C'était un gars qui venait de Vancouver. Donc, en Vancouver, il y a beaucoup d'Asiatiques. Donc, il a grandi à Vancouver. Puis là, il a commencé à gagner des combats. Puis là, ils l'ont fait venir en Chine. En Chine, il combattait, il gagnait. Puis à un moment donné, dans le fond, là-bas, la mafia s'appelle les Triades en Chine. Et les Triades avaient mis beaucoup d'argent sur le fait qu'il allait perdre. Sur le fait, excuse-moi, qu'il allait gagner parce qu'il se battait contre un adversaire qu'il avait déjà gagné contre. Donc, ils ont mis beaucoup de sous. Puis, il a perdu le combat parce qu'aussitôt que le gars a lancé le premier kick, il s'est fait briser l'avant-bras, puis là, ça allait pas bien. Il a fini par perdre le combat. Puis, il est en train de se rendre vers son van après le combat. Les Triades sont passés avec des motos. Ils sont tout habillés en noir, sont passés en moto. Ils ont tiré dessus, je pense, 8 fois. Ils ont cassé les jambes avec des battes de baseball, etc. Puis, je pense que pendant 1 an, il a été alité à Vancouver, à l'hôpital. Puis sa carrière est terminée. À quel point c'est quelque chose qui te trotte dans la tête quand tu fais des combats? Moins parce que moi, je suis plus aux États-Unis maintenant. Donc, j'ai fait mes combats en Thaïlande. J'ai fait mes combats dans des places où c'était plus touché. D'ailleurs, tu as touché le fait que j'ai combattu Do Choi en Corée. Et je vais faire un petit parallèle à ça. Je pense que je l'avais déjà raconté un petit peu dans certains podcasts. D'ailleurs, on a eu la chance d'en faire un avec Prends un break. Yeah. Puis j'avais touché un petit peu sur ce moment-là. Tu sais, j'avais gagné en Corée, puis mon coach et mon frère Louis qui étaient avec moi, eux autres ont décidé de dormir, mais moi, je suis dans mon high. Tu sais, j'ai fait des bourses de crève-faim toute ma vie. Puis là, je viens de toucher un bonus de 50 000 US plus ma bourse de victoire qui était 15-15. Donc, j'ai fait 30 000 plus 50 000 de bonus. Aujourd'hui, c'est sur un nuage. Aujourd'hui, c'est... Mon agent ne veut pas que je le divulgue, mais je suis rendu à des bourses beaucoup plus intéressantes. On est rendu dans les centaines de milliers de dollars, surtout quand tu as un bonus. Le bonus, il est cool, mais déjà d'avoir ton... Parce que comment ça marche vite à l'UFC, c'est que tu fais ta bourse plus ta bourse de victoire. Exact. Donc, il y a des gars qui sont à 50-50. Il y en a qui sont à 100-100. Donc, déjà là, la victoire faisait du bien. Donc, à mon dernier combat à Edmonton, juste d'avoir la victoire me donnait un calme au niveau des finances. Yeah. Plus le bonus, c'est un bonus maintenant. Mais dans le temps, le bonus, c'était plus que tout ce que tu as fait dans ta vie. Fait que c'était big. Fait que pour revenir à l'histoire de la Corée, j'ai gagné contre Do Choi, j'ai gagné le bonus. Et j'étais sur un high. Dans ma tête, c'était assez exceptionnel ce qui se passait. Plus le fait que là-bas, c'était la nuit, mais au Québec, c'était le jour. Donc, je parlais avec tous les gens au Québec. Je parlais avec des journalistes, etc. Et je suis sorti, à un moment donné, je me suis dit, je vais aller me prendre de quoi au dépanneur pas loin. Puis là-bas, c'est toutes des petites ruelles avec plein de lumière, plein de néons. C'est très beau. Il y a beaucoup de gens dans les rues. On était à Busan, en Corée. Puis là, je vois une gang de gars qui commencent à s'approcher de moi. Puis là, Charles Jourdain, je suis comme, ça y est, man. Je suis dans une ruelle en Corée. J'ai battu le champion de Busan. J'ai battu leur gars. T'as quel âge? Je me fais passer. Là, j'ai 28. Je viens d'avoir 28. Non, à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai 23 ans. OK. C'était en 2020? 2019. Fin 2019, j'ai terminé la dernière carte. Donc, la dernière décennie de l'UFC. Fait que 2019, j'étais le dernier gars à l'UFC qui a reçu un bonus. Let's go. Fait que là, je vois tous les gars, man, ils me suivent, j'entends Charles Jourdain, nanana, puis ils parlent leur jargon coréen. Je parle pas coréen, on connaissait les façons formelles de se présenter, les bonjours, salut, ça va bien, etc., mais pas plus que ça. Puis je suis dans la ruelle, puis ils me suivent, puis je suis comme, ça y est, je me fais passer dans une ruelle en Corée, man, c'est fait. T'acceptes la mort, puis t'es comme, you know what? Fait que là, je me retourne, je suis comme, what's up? Je me mets à crier, le fight or flight. Puis je suis comme, you know what? Si je peux partir, je vais en amener au moins 3 avec moi. C'est dans cette optique-là que j'étais. Puis là, il dit, you Charles Jourdain? Puis je dis, oui, c'est moi. Il dit, can we take picture, bro? Puis là, finalement, on a pris des photos. Là, les autres mangeaient des ramen, je mangeais des Doritos avec eux, on prenait des photos. Puis ça a été un moment vraiment cool parce que ça a été complètement l'inverse de ce que je voulais. Mais cette espèce de feeling de vulnérabilité a fait en sorte que mon cerveau a imaginé le pire scénario. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que oui. Je pense qu'on est né avec un instinct, puis cet instinct-là s'est réveillé, mais j'étais très content que ce soit pas... Tu sais, ça a été plate que ce soit l'inverse. « Hey, c'est mes amis! » Finalement, je me fais tabasser, tu sais. Fait que, donc, l'instinct a été plus fort que tout, puis ça a fini qu'on... J'ai chillé avec 10 Coréens dans une ruelle à 4h du matin. Ouais. On est avec mon ancien partenaire de Trompette Média, Victor, propriétaire d'une université de montage vidéo. Un montage 2.0. J'ai fait le montage de tous nos podcasts. Il y a bien du monde qui se demande souvent la question comment que les podcasts sortent beaux de même. Si ça sort beau, c'est Jay. Ouais, c'est plus de job qu'on pense. Les clips aussi sur Instagram, c'est ça qui a... Ça te prendrait combien de temps, mettons, une semaine? Vous faites combien de clips? Un podcast par semaine? Un podcast par semaine. 5 clips. Au début, on en faisait 7. On réalisait que c'était un peu too much. Plus le teaser aussi. Mais 5 clips environ. Fait que montage du podcast plus les clips, ça me prend 20 à 25 heures.
Ok, fait que c'est pratiquement un job temps partiel, presque temps plein. Ouais, mais là, c'est ça. Rajoute le tournage, thumbnail. C'est un job à temps plein, mais c'est hot. C'est vraiment hot. Merci de nous donner cette opportunité-là. Puis merci à toi de nous aider aussi avec ça. Ça fait plaisir. Mais ça, tu vois, c'est une affaire que les gens réalisent pas des fois, c'est que les gens voient la télé ou des choses comme ça, puis ils pensent que ce qu'ils voient en ce moment, c'est le produit final. Mais tu sais, il y a un produit brut, un produit fini. Fait que le monde ne voit pas le montage, ne voit pas les choses. Fait autant pour les entreprises qui auraient besoin d'avoir un monteur vidéo. Fait que, par exemple, vous pourriez venir faire appel à nos services, vous pourrez venir vous implémenter un monteur dans votre compagnie, dans votre podcast, puis il ferait tous des clips pour vous. Ou encore, le service, c'est que si tu veux devenir monteur vidéo, et nous, on fait la certification. Parce que là, malheureusement, avec le système scolaire actuel, les programmes de multimédia hors élite au cégep sont vraiment outdated. Là, les trends évoluent tellement rapidement. Ben, je pense que c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Là, ce que je veux faire, c'est que je vais recommencer à faire les clips. On va te donner un petit break. Ben là, c'est parce que moi, comme tu as dit, c'est une job à temps plein, mais j'ai d'autres projets que je veux faire. Je veux mettre plus de temps sur faire des recherches parce que, comme vous avez vu, la recherche, tu sais, comme plus me préparer pour les podcasts et tout. Fait que si je mets tout mon temps sur le montage, j'ai pas de temps de faire d'autres choses. Puis Manny a vraiment une bonne œuvre. Le problème, c'est que Manny, il sait pas faire du montage. Fait que là. Les skills sont outdated. Tu sais, j'en ai fait un petit peu, mais c'est rough. Fait que là, tu fais le cours de monteur vidéo. C'est pour ça qu'on est ici en ce moment. Exact. Puis le cours, c'est vraiment cool. On a vraiment bâti ça pour qu'en l'espace de 3 mois, c'est vraiment un cours intensif. Parce que tu vas capable de partir de zéro, même si ça fait 3 ans que tu es sorti de prison, qu'il y a 3 ans que tu n'avais jamais fait un fond de ta vie, tu sois capable d'apprendre ça. Puis c'est vraiment fait pour tout le monde, honnêtement. Là. Les gens pensent que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Mais nous, on enlève vraiment tout le flafla, puis on se concentre sur qu'est-ce qui est important. Puis surtout, qu'est-ce qui rapporte de l'argent au monteur, puis qu'est-ce qui est payant. C'est-à-dire, justement, je pense que c'est beaucoup les réseaux sociaux, les clips de podcast, les choses comme ça. Fait que oui, exactement, tu sais, Manny va avoir accès à toute notre plateforme en ligne pour pouvoir voir son évolution, j'espère, le plus rapidement possible, être capable de prendre le relais pour que j'ai une petite pause. Ben c'est ça. Fait que là, eux autres qui me suivent sur Instagram, TikTok ou YouTube Shorts ou peu importe, si vous voyez passer les clips, prochainement, ça va être Manny qui est fait. Fait que encouragez Manny, vous direz qu'est-ce que vous en pensez. On va voir les numbers, suivez ça avec nous. Puis il va suivre le programme à Victor. Monteurvideo.ca si tu veux devenir monteur. Si tu cherches un monteur, c'est vraiment un marché qui est en train de boomer en ce moment. Le marketing, tout se fait sur les réseaux sociaux maintenant. C'est de moins en moins la télé. Fait que tu sois une entreprise qui cherche un monteur vidéo pour ton entreprise ou que tu sois un particulier qui en ce moment chercherait une prochaine opportunité de carrière artistique, comme par exemple le montage vidéo, tu as à nous contacter sur Instagram, sur la page monteurvideo.ca ou encore aller directement sur notre site web à monteurvideo.ca. Puis ça va nous faire un plaisir de t'aider dans ton cheminement. Let's go, merci de commenter cet épisode, puis on continue l'épisode. Let's go, Charles. Est-ce que tu penses qu'un combattant américain, mettons, qui n'avait pas fait les expériences que tu as vécues en Thaïlande, il aurait eu le même réflexe? Je pense que oui, je pense que c'est inné en dedans de nous. On est fait pour sentir le danger, puis c'est une meilleure chose de prévenir, de prévoir le pire. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Parce que, tu sais, exemple, au niveau des finances, je sais que je ne me battrai pas toute ma vie. Je suis quelqu'un qui investit beaucoup. Donc, on voit aujourd'hui les crypto-monnaies explosent, les stocks, si tu as investi, exemple, Tesla, etc. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Puis moi, je ne suis pas une personne qui va acheter... Tu sais, j'ai une petite chaîne que j'ai achetée il y a 10 ans, genre. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un de Jewel. Je pourrais m'acheter un Cullinan. J'ai acheté un RAV4 parce que je sais que c'est bon à long terme. Puis tout, je suis plus un gars qui pense à long terme au niveau des finances parce que je sais très bien que il m'arrive quelque chose, il n'y a plus d'entrée d'argent. C'est quoi la vision à long terme? Si je te dis Charles Jourdain à 50 ans? Une ferme. Ah oui? Ma femme, plein d'enfants, puis le plus de santé possible. C'est sûr que j'ai grandi avec les médias sociaux. C'est sûr que c'est quelque chose qui est très, très, très important pour avoir des sponsors, etc. Vous le savez, vous êtes dans cet univers-là aussi. Mais j'ai hâte de tout mettre off. Mais je dois combattre, je dois saigner, je dois faire tout ce que j'ai en mon pouvoir pour générer le plus de profit en gardant mon honneur, bien sûr. Il y a plusieurs compagnies que j'ai pas voulu faire affaire avec eux. Il y a beaucoup de choses que je suis pas prêt à faire pour les sous. Donc, je l'ai fait avec mon art. Puis, j'aime penser que je redonne beaucoup parce que je suis pas quelqu'un qui a grandi avec beaucoup de choses. Puis ça me fait plaisir d'être capable de redonner dans mon entourage, ou surtout de redonner en temps à la prochaine génération, parce que les autres, quand ils me voient avec des étoiles dans les yeux, mais je le sais que j'étais eux il n'y a pas longtemps. Donc de savoir que je peux redonner à ces jeunes-là, jeunes filles, jeunes garçons, pour moi, ça fait plaisir, vraiment. Puis on l'apprécie ici parce que je pense que c'est un petit peu ce que tu fais avec nous. Fait que juste prendre le temps de te dire merci pour ça. Puis t'as mentionné les réseaux sociaux. Puis là, je veux tomber là-dedans, comme parce que tu poses quand même des affaires... tu sais,
Ben, je me rappelle, j'étais avec mon ancien coloc Émile, genre, qui était en prend un break, puis on checkait tes stories, puis on était comme, il se gêne pas, tu sais, Charles, il va à fond, pas peur du cancel, ça c'est sûr, parce que ton boss c'est Dana White, puis Dana, tu sais, il n'est pas pour le cancel culture, for sure. Mais c'est ça, c'est quoi ta position par rapport à la communauté LGBTQ? Parce que la majorité de tes stories, c'est en lien avec I'm not gay ou tu sais, des affaires de même. J'arrive à un point où on doit se dire il faut en rire le plus possible parce que ça va revenir à une chose sur laquelle on va élaborer un petit peu plus tard probablement dans la conversation, c'est que je n'aime pas la victimisation. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Donc, et surtout, tout ce qui est la crise d'identité personnelle. La crise d'identité personnelle, je trouve qu'elle est très présente parce que maintenant, on va se dire, ben mon couleur de peau ou mon orientation sexuelle fait de moi une personne qui est telle chose. Ça, c'est seulement des attributs avec lesquels tu es né. Je crois. Exemple, j'ai des amis qui s'entraînent avec nous qui sont homosexuels, puis tu sais, il en fait lui-même des blagues là-dessus, puis on en rit. À la fin de la journée, ce que tu fais dans ta chambre, ça me regarde pas. Oui, je faisais des jokes là-dessus. Là. D'ailleurs, je viens de sortir d'un ban de 3 mois. J'étais shadow ban. Donc, j'avais... Sur l'Instagram? Les gens ne pouvaient pas me trouver. À moins que tu étais déjà abonné à moi, tu pouvais pas me trouver. Wow. D'ailleurs? Oui, j'ai sorti d'un ban de 3 semaines. Il a fallu que l'UFC contacte Instagram pour leur demander. Puis, on dit, Charles est à une coche qu'on lui enlève son Instagram. Donc, les méta sont très, très, très pointilleux à ce niveau-là. À cause c'est considéré comme du hate speech? Ben, j'ai fait 2-3 stories que là, ils ont trouvé... Ils l'ont trouvé intense, mais l'exemple, je sais pas si vous allez l'enlever, puis c'est bien correct. Vous pouvez le couper ou le biper, mais le mot fag. Nous autres, on peut se traiter de fag, puis no one cares. On s'attaque avec des mots comme ça, puis correct. Ça va! Donc, j'avais dit, aujourd'hui, tu sais même pas quel genre t'es. Puis moi, à 18 ans, j'étais en Thaïlande en train de me battre dans un garage contre un Thaï. We're not the same faggot. Puis ça, ils ont vraiment pas aimé ça. Puis ça, là, j'étais comme, OK, ouais, là, j'ai un peu poussé la chose. Mais tu sais, le but de dire ce mot-là, c'est pas une attaque envers les gens qui ont une orientation sexuelle différente. Ce mot-là était plus utilisé dans un jargon de boys. Tu sais, aujourd'hui, là, la cancel culture, elle t'offrait pas sur un champ de construction. Les gars sont rough, là, mais tu sais, des fois, c'est pas ce qui est dit, c'est l'énergie et avec la manière que c'est dit. Je me fais niaiser constamment par votre partenaire, Léo, qui me dit des vacheries constamment. Mais Comme quoi? Comme quoi il va me casser la gueule, que je suis pas capable de gagner un combat, etc. Il a écrit à Charles aux 2 semaines qu'il n'est pas capable de gagner un combat. Charles rentre, Léo, il fait félicitations pour ta dernière victoire. Un plus petit Mais tu vois, parce qu'on est capable de lire l'intention d'une personne. Donc, ça, c'est le flair. Et ce flair-là, je suis autant capable de savoir qu'une personne qui me dit ce qui pourrait être considéré une vacherie, que c'est fait avec la volonté d'être drôle, la volonté de partager un moment, où la personne, hey, t'es bon. Puis, tu sais, il y a des gens qui viennent, tu sais, plus tu as une notoriété, plus les gens essayent de venir te prendre des affaires. Puis, avec le temps, j'ai réussi à vraiment comprendre où sont les succubes, les gens qui veulent vraiment te prendre. J'aime utiliser des terminologies de démons parce que c'est un peu comme ça que je les vois. Les gens qui viennent avec une mauvaise intention. Puis, c'est beaucoup plus présent qu'on pense. Pour revenir à ce que je disais sur la crise identitaire, c'est que ton identité est forgée avec ta capacité à faire face à des moments difficiles. Donc, à place de dire « j'ai un moment difficile, mais je suis ADHD, je pourrais pas. Je suis en surpoids, mais c'est à cause de ça. » Si tu n'as pas un semblant de responsabilité dans ta vie, tu n'as pas de pouvoir sur ta vie. Le pouvoir vient du fait que j'accepte que si ma vie, elle va pas bien, c'est que j'ai fait les choix nécessaires pour que ça se rende jusque-là. Donc, de comprendre que par tes choix, ta vie peut être pire, ben tu comprends que par tes choix, ta vie peut être meilleure. Tout est une question de choix, tout est dans le désir. Spinoza a dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit, je veux pas mal le quoter là, parce que c'est important, c'est une belle phrase. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Exemple, cocaïne. Mais j'en fais juste une fois par semaine. Puis, tu sais, gros, ça a été prouvé là, que la coke, c'est pas si grave. Là, je suis pas un gars qui sniffe à chaque jour. Tu sais, tu es en train de prendre une drogue dure qui peut avoir des mauvais effets, mais toi, tu as tellement le désir de te dire que c'est bon que tu vas nier l'existence
de toutes les choses qui sont néfastes derrière ça. Je bois juste le week-end. Anyway, qu'est-ce que ça te fait? Tu sais, des gens qui deviennent sa défensive, etc., parce que leur désir d'avoir la dopamine de consommer quelque chose pour pouvoir sortir de leur réalité, qui est comprenable, c'est là qu'on parle des dépendances. Il y a un excellent livre sur la dopamine de Anne Lemke, L-E-M-B-K-E. Elle parle de la dopamine, c'est un livre fantastique. Puis, pour revenir encore une fois à notre identité, c'est qu'on n'accepte pas qu'on ne soit rien de plus que nos choix. Et les gens, ça les fatigue. Mais là, aujourd'hui, vu qu'on donne des médailles quand tu es une victime, ah, lui, c'est une victime. Ouais, mais moi, je suis plus une victime parce que moi, j'ai ça, moi, j'ai ci. Puis si tu deviens seulement le reflet de ta victimisation, tu n'es pas quelqu'un, tu n'as pas d'identité, tu es simplement une personne que les gens ne veulent pas être autour. Mais là, je ne sais pas d'où c'est que ça vient, cette espèce de poussage-là de la télé, tout le monde en parle, etc., d'essayer de dire aux gens, on va inviter les gens qui sont le plus propices à se juger comme victimes. Puis ça, c'est quelque chose qui me fatigue. Puis je suis sûr qu'avec votre vision des choses, je veux que ce soit une conversation from both sides. Puis Manny, moi, ma question, ce serait ça. Fait que je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, on est la somme de nos choix. Dans une certaine mesure, je comprends. Puis je crois beaucoup à la responsabilisation. Yes. Ma question, c'est est où la place pour la grâce là-dedans? Tu sais, l'idée de dire tu mérites pas ça, puis je parle pas des gens nécessairement qui se victimisent comme à l'extrême, mais tu parlais de ton combat tantôt. Il donne, je me souviens plus du nom du gars, mais il donne un coup de poing. Ouais. Silva, je pense, right? Il donne le coup de poing, tu tombes, puis tu dis il est pas venu me défoncer après. Ouais. La grâce, right? Parce qu'il aurait pu, l'arbitre n'a pas arrêté le combat, techniquement, il était justifié, puis sachant t'es qui comme combattant, peut-être que ça aurait été plus safe de dire, tu sais quoi, je vais l'éclater jusqu'à temps qu'on m'enlève de dessus. Ça, c'est la grâce. Des fois, on a des choses qu'on ne mérite pas. La grâce, c'est un petit peu comme ça que c'est présenté de différentes façons, mais souvent, dans le contexte chrétien, c'est... Recevoir quelque chose que tu ne mérites pas. C'est ça. Quelque chose que tu ne mérites pas puis qui t'est donné gratuitement. Comment tu vois ce concept-là? Je pense que ça vient avec ton développement personnel. Quand tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu veux, tu sens pas le besoin de faire plus de mal qui devrait être fait. Puis ça, encore une fois, je suis en train d'écrire une lettre sur l'homme faible. Parce que là, on parle des mâles alpha, exactement. Et puis tout ça, tu sais, la fausse représentation de ce que devrait être un homme. Puis je pense que tout part de l'intérieur de toi. Si tu es capable d'être en paix avec toi-même, tu vas pouvoir être en paix avec le monde, puis avec qu'est-ce qui se passe. Mais ça vient avec tellement de travail sur toi. Puis ça, c'est un travail que, justement, on essaye de moins parler. C'est là qu'ils se demandent pourquoi les jeunes vont vers Andrew Tate, David Goggins, Joe Rogan. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir un grand frère qui peut les amener dans ce accountability, ce sens de responsabilité. Ouais. Exactement. Donc, pour ce qui est de la grâce, je pense que il y en a qui sont nés avec ça, puis il y en a d'autres que c'est un travail constant pour essayer de développer ça, de savoir, de connaître tes limites dans ce que tu dois faire vivre aux autres. Exemple, tu sais, j'ai des amis que je vais plus me permettre, tu sais, d'être plus prompt, puis il y en a d'autres que je sais qui n'ont pas encore la colonne pour endurer ce fardeau-là, de comprendre que non seulement j'aime qui tu es, mais j'aime tout ce que tu peux être. Donc, faut faire attention. Il faut être capable de lire, mais encore une fois, cette capacité-là à lire les individus vient de toutes les connaissances que j'acquiers au fil du temps. Puis je pense que les combattants, souvent, on est très surpris de qu'est-ce qu'il y a derrière l'athlète, parce qu'on pense qu'on est juste des brutes qui rentrent dans une cage, mais il y a un travail psychologique qui est infini à faire pour se développer afin d'être le meilleur homme possible. Ben c'est ça qui... Parce que je pensais à comme Léo qui te fait les calls, justement, de Charles, il n'est pas allé gagner un combat, parce que je pense que tu as perdu 2 de suite avant ton dernier. Puis Léo, il fait ses jours. Mais j'étais comme, mais Léo, je connais pas l'implication que ça prend qu'il aide à amener un combat, tu sais. J'étais comme, c'est sûr que... Tu sais que Léo fait juste niaiser, mais c'est sûr que ça vient gruger un petit... Absolument pas. J'essaye le plus possible, en fait. Je dis non, mais c'est un travail c'est très conscient de laisser ton ego de côté. Exact. Puis ça, c'est très, très, très difficile parce qu'on vit dans un monde macho, on vit dans un monde de compétition, etc. Mais je suis venu à l'idée que ce n'est pas parce que je veux gagner que je veux nécessairement devoir perdre. Donc ça vient du fait que, exemple, il y a un combat qui se passe. Puis j'entends souvent « Hey, je veux que McGregor perde, je l'aille. » Perds ton temps à détester quelqu'un qui ne te connaît même pas, qui va même pas... il sait même pas t'es qui. Il y avait une phrase qui disait que Michael Jordan, il n'est pas dans la comment section.
Il n'y a pas Yeah. des commentaires en train de se pogner avec les gens puis tout. Fait que ça, j'avais vraiment aimé ce commentaire-là. Mais c'est ça, tu sais, quand je veux voir un combat, ça se peut que je veux qu'un des combattants gagne, Ouais. mais je veux pas que l'autre perde parce que je sais qu'est-ce que ça implique de perdre. Tu perds la moitié de ta bourse, tu reviens, ta femme a vécu des émotions fortes, ta famille, la plupart des combattants ont des enfants, ton fils te voit perdre, etc. Donc, c'est pas quelque chose de facile. Donc, je suis pas quelqu'un qui veut voir quelqu'un tomber, même si c'est encore plus si tu es quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Récemment, vous avez fait l'interview avec la sexologue Anne-Marie. OK? Même s'il y a plein de choses par lesquelles je ne suis pas d'accord, je lui lève mon chapeau d'être venu. Vous avez eu une super belle discussion. Ma femme m'a encouragé à écouter. Puis ce que j'ai aimé, c'est la présence de rationalité puis l'absence d'émotion le plus possible. Yes. Parce que c'est facile. Quand on est en surface, c'est facile de... Tu penses pas comme moi, t'es un si. Non, si tu penses pas comme moi, ce que je veux, c'est je veux mettre tes lunettes, je veux mettre tes souliers, je veux essayer de comprendre qu'est-ce qui t'a amené à penser comme tu penses. Puis je pense pas que c'est quelque chose de même si tu penses pas comme moi, c'est pas parce que t'es pas correct, c'est pas parce que t'es pas fort, c'est pas parce que t'es une femme, c'est pas parce que si. Je m'en fous de tout ça. C'est parce que t'as vécu une vie qui est pas la mienne. Une de mes chansons préférées, c'est la chanson de Eminem, tu sais, In my shoes, just to see what it's like to be me. Ça dit quelque chose? Ouais. OK. C'est quoi déjà le nom? Caroline, là, j'ai un blanc. C'est... Beautiful. Merci beaucoup. C'est belle. Let's go, Vic! Ouais, thank you, Chief. Donc, la chanson Beautiful, tu sais, c'est ça le concept. C'est si seulement tu pouvais marcher dans mes souliers pour voir, pour comprendre qu'est-ce que je comprends, pour voir qu'est-ce que je vois. Puis quand tu comprends ça, ben c'est là que j'ai eu une espèce de relâchement au point de vue, tu sais, les libéraux, les démocrates, le LGBT, la victimisation, tout ça, moi, je ralliais ça dans le même panier. Puis j'étais comme, man, ils sont mongols, vous êtes trop fous. C'est quoi ça, man, cette espèce de fausse identité-là? Là, t'es rendu, man, un chat, t'as besoin d'une litière dans l'école. Vous êtes complètement débile. Après ça, je me dis, qu'est-ce qui nous a amenés jusque-là? Puis à mon avis, puis je ne suis pas un psychologue, j'ai la chance de lire des ouvrages de gens beaucoup plus intelligents que moi, puis je ne suis qu'une recollection de ces gens-là, de ce que je consomme. Et ça revient beaucoup, ma théorie, c'est sur, encore une fois, cette crise identitaire-là, parce qu'on a beaucoup plus peur d'essayer dans la vie. Tu sais, c'est facile. Exemple, j'avais vu une interview d'un Français à la radio française, puis le gars, il dit, tu sais, t'as fait faillite dans telle affaire, puis t'as fait faillite dans telle affaire. Puis il dit oui, et de tomber est le fardeau de ceux qui font. Il dit, vous avez passé votre vie à raconter ce que les autres font. Il dit, c'est beaucoup plus facile que de faire. Et ça, là, ça m'avait frappé en dedans, puis j'étais comme, absolument. Donc, est-ce que je vais vraiment détester les gens qui n'ont pas le courage de le faire? Absolument pas. Tu sais, souvent, on dit un perdant, c'est quelqu'un qui perd. À mon avis, un perdant, c'est quelqu'un qui n'a même pas le courage d'essayer. Mais je ne peux pas leur en vouloir. Puis qu'est-ce que je vais faire avec les gens qui n'ont pas le courage d'essayer? C'est de leur donner une parcelle de courage. Leur dire, quand je regarde un jeune combattant, ils disent « Ouais, mais toi, t'es spécial. » Je dis « J'étais la même chose que toi, mon homme. » Puis ça, je vois des étoiles dans leurs yeux quand je suis capable de leur dire « Je suis exactement où est-ce que tu étais. » Ton courage à toi, il vient de où? Parce que moi, je reviens... Un travail constant. OK. Un travail constant sur toi-même, d'accepter. La philosophie m'aide beaucoup parce qu'il y a, tu sais, j'ai un gros tatou d'un pirate, un squelette dans le dos. Ouais, c'est nouveau, ça. Ouais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler de la mort. Il y en a pour qui c'est un sujet lugubre, mais il y a Memento Mori. Rappelle-toi que tu vas mourir. Puis ça, cette phrase-là, je l'adore. C'est encore une fois, c'était une phrase citée de Marc Aurèle, l'empereur Marcus Aurelius. De savoir qu'on va mourir un jour, c'est comme, oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à vivre, j'ai tellement de choses à faire, puis je vis avec cette passion-là. Puis même quand j'ai perdu, je m'étais dit, la première fois que je vais perdre par chaos, je vais être dévasté. Puis je marchais dans l'hôtel, puis je regardais tout autour de moi, puis j'étais comme, la vie est encore super belle, la vie est encore magnifique. J'ai zig quand j'aurais dû zag, j'ai tombé, j'ai perdu, ma femme est en santé, on va avoir un bébé qui va bien. Tu sais, quand tu vas sur tout ce qui est positif, tu te dis, est-ce que vraiment ce résultat-là va me définir? Non, parce que je ne suis pas un résultat d'une soirée. Je suis beaucoup plus que ça. Un fighter m'avait dit, un moment donné, il était passé, il m'avait flatté sa tête, il m'avait dit « One night is not your whole life. » Une nuit, c'est pas toute ta vie. Puis j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est tellement vrai. » Puis il y a comme un détachement sur cette volonté-là de prouver aux gens. Je veux me prouver à moi. Est-ce que ça marche inversement? Une victoire ne me définit pas en tant qu'humain, exactement. Ouais, okay. Donc, pourquoi? Parce que les gens, « Hey, t'as gagné, hey, c'est malade, etc. » Mais je sais que la plupart des gens qui sont là quand tu gagnes n'étaient pas là quand j'ai perdu. Donc, est-ce que j'attache beaucoup d'énergie à ça? Absolument pas. Parce que si tu me dis... Moi, je pense que c'est le yin, le yang. Le yin, le yang, c'est deux opposés qui forment une entité. Et
exemple que je te laisse me dire quelque chose de mauvais, puis que à cause de ça, je vais passer une mauvaise journée. Je peux pas juste dire, ah, ben moi, le yang, je m'en fous. Parce que le yin vient avec. Vous allez voir, ça va faire du sens dans pas long. C'est que si je laisse un mauvais commentaire me faire passer une mauvaise journée, je vais laisser... Non, c'est ça. Si je laisse un commentaire positif faire en sorte que je passe une meilleure journée, C'est un mauvais commentaire. le mauvais commentaire va me faire passer une Exact. mauvaise journée. Donc, quand j'ai des échanges avec les gens, ils disent « Aïe, ton combat était vraiment fou. » Puis tout, puis je dis « Hey man, merci, j'apprécie. Est-ce que tu t'entraînes? » Puis je parle à ces gens-là. Puis ces gens-là sont comme « Mais pourquoi tu parles de moi? T'es Charles Jourdain, t'es la vedette. » Mais moi, je veux donner la force de comprendre qu'on est deux humains. On a une belle interaction. On est au Costco. C'est drôle, on jase. Puis je vais tout le temps donner un compliment à la personne. Tu as une belle énergie, tu as une belle aura. Je ne vais pas inventer quelque chose parce que je me fie à notre interaction. Tu as un beau jacket. Puis quand on fait ça, on tisse un lien qui est beaucoup plus que juste quelqu'un qui voit un athlète professionnel qui a vu à la télé où il est starstruck puis et tout. Parce que j'ai connu énormément de gens. Puis parce qu'on a fait une série dans le temps, il y a une couple d'années, il m'avait suivi à TKO. J'avais gagné 2 titres, les 2 titres canadiens dans cette série-là. Puis le monde de la télé me répugnait. Je détestais cet entourage-là. Ces gens qui sont même méchants avec leur entourage. Hey, là, apporte-moi ça. Puis tout, même pas un merci, même pas un bonjour. Puis tout, parce que dans leur tête, leur valeur est plus haute que les autres parce qu'ils sont la vedette du show. Puis ça m'a vraiment fatigué. J'ai eu la chance de faire plusieurs podcasts, puis c'est sûr que je ne ferai pas de name drop. On veut des noms, Charles! Mais il y a des gens que, tant que la caméra n'était pas en on, c'était pas la personne qu'elle prétendait être. Et souvent, c'est tellement fou. Là, puis tu sais, j'ai été invité à plusieurs shows de radio, plusieurs shows de télé, puis à partir de maintenant, j'ai dit, you know what, I'm out. J'aime pas votre univers, j'aime le format podcast où c'est à long terme, où on peut apprendre à se connaître, apprendre à voir comment les autres pensent. Puis le format télé, le format télé québécois, j'ai pas une dent, parce que je ne veux pas mettre trop d'énergie sur en vouloir, mais je vois que c'est beaucoup plus fake qu'on pense. C'est light camera action pas mal. Dans le sens, c'est tout pour la caméra, mais encore la caméra. Exactement. C'est pas pareil. Tu as mentionné un point qui est intéressant sur la haine et les gens qui envoient de la haine envers les autres. Puis moi, comment je le vois, c'est vraiment comme tu projettes la haine sur les autres, mais la haine que tu as pour toi-même, tu sais. Comment la spiritualité, tu penses, peut aider ces gens-là? Parce que tu as mentionné Marcus Aurelius, c'est ça son nom? Aurelius, je connais pas pantoute, c'est qui. Tu peux-tu expliquer c'est quoi sa façon de penser? Il serait considéré le père de la philosophie stoïcienne. Puis comme j'ai dit tantôt, la philosophie stoïcienne, c'est une absence d'émotion due à une présence de conscience. Donc, exemple, il t'arrive quelque chose, tu vas pas « Oh my God, c'est telle affaire, il faut que j'appelle. » Non, tu vas être comme en plus en mode solution face à ce qui est arrivé. Puis c'est une philosophie qui est très, très, très difficile. Je suis le premier à prôner cette philosophie-là, mais les émotions sont très naturelles, sont très humaines. J'en ai parlé avec mon psychologue. L'UFC nous fournit des psychologues sportifs qui sont très, très bons. Et il me dit, parce qu'on a parlé de stoïcisme, il a dit, l'affaire avec les stoïciens, c'est que tu dois comprendre qu'eux autres reconnaissent les émotions parce que je ne peux pas être quelqu'un qui dit « j'ai pas d'émotion ». C'est impossible. Mais tu dois reconnaître « OK, je vis une émotion en ce moment ». Là, tu la tiens avec une corde. Est-ce que c'est une émotion qui m'aide à aller vers mon but? Exemple, me faire comprendre. Si je suis en colère et j'essaie de faire valoir mon point, je ne serai pas capable. Donc, si je suis en colère, il faut que j'apprenne à laisser aller cette émotion-là. Donc, c'est la capacité à reconnaître les émotions qui sont soit favorables ou l'inverse et de savoir lesquelles je garde et lesquelles je dois laisser aller. Moi, je t'entends dire ça, puis c'est drôle parce que j'avais un ami, quand j'étais en prison, j'avais un ami qui avait The Daily Stoic, puis il lisait ça, tu sais. Ah oui, il est bon, lui. Puis on parlait de ça, justement, puis c'est des principes qui sont très proches des principes chrétiens dans la mesure où, tu sais, nous, on vit, puis on se dit la parole au-dessus de tout. Par-dessus mes expériences, par-dessus mes circonstances. Right? Fait que ça veut dire, peut-être que j'ai vécu des choses difficiles, mais pourtant, voici ce que Dieu dit à propos de moi. Peut-être que je vis quelque chose de difficile, mais pourtant, voici ce que Dieu dit à propos de moi. C'est comme la même chose. Puis c'est pour ça que ça me frappe un petit peu que tu reviennes à ça. Puis comme je te dis, les gens le savent, là, on vient dans les entrevues, on se prépare pas, je fais pas tant de recherches. Jay en a fait, puis on a vu les résultats tantôt, tu sais. Mais c'était pas ma job. Hein? Après un break, c'était pas moi qui faisais ça. Puis on sait pourquoi. Mais tu sais, tout de suite, t'es rentré, puis t'es rentré super calme, quiet, tu fais pas de bruit, humble, tu sais, tu dégages une humilité. Moi, j'ai grandi dans un environnement où un gars qui était tough,
il fait du bruit puis il tape tout le monde. Tu comprends? Fait qu'un gars qui a les capacités que toi t'as, ce gars-là, forcément, il prendrait beaucoup de place, tu sais. Puis j'ai eu à apprendre que finalement, le vrai tough, c'est le gars comme toi. Le gars qui est là, qui est assis puis qui est capable de juste exister puis qui n'a pas besoin d'occuper toute l'arène. Fait que je perçois l'humilité, mais en même temps, tu le prendras comme tu le prendras, mais il y a comme un once de « voici, c'est moi ». Tu sais, fait qu'il y a quand même une fierté personnelle là-dedans. Comment tu balances les deux? Ça vient du fait que je le sais, que j'ai un impact positif dans la communauté qu'on a. Fierté. Tu sais, parce que tu es fier du travail que tu fais, tu es fier du travail que tu as fait, de ta rigueur intellectuelle, émotionnelle. Je suis plus fier de ce que ça peut donner aux autres OK. que pour moi. Comme je dis, moi, mes seuls buts dans ma vie, c'est de faire en sorte que je puisse alléger plusieurs fardeaux de ma femme et mon fils, les rendre le plus fort possible sans qu'il ait besoin de saigner comme j'ai saigné. Exemple, mon fils va faire des arts martiaux. Est-ce que je vais l'encourager à compétitionner? Absolument pas, parce que je sais que ça a un côté dark derrière ça. Donc, ma fierté vient du fait que je peux prendre soin des gens que j'aime et que je peux avoir mais je suis pas très self-centered. On en parlait de manière hypothétique. Exemple, on disait, s'il arrive quelque chose à ma femme, elle me demandait qu'est-ce que tu ferais? Je pars dans le bois, j'ai plus de raison de générer des sous, etc. Moi, les sous, c'est pas une destination, c'est un véhicule pour, encore une fois, m'assurer que mon fils puisse grandir avec des opportunités que j'ai pas nécessairement eues. Donc, fierté, je serais pas capable de dire non ou oui, je serais pas capable de répondre à ça, mais ce qui me rend fier, c'est comment mon père me regarde. Comme mon père est fier de voir l'homme que je deviens. Ça, pour moi, c'est un sentiment d'accomplissement qui s'explique mal, mais qui se vit très bien. Peux-tu t'arrêter? Je veux juste... Vas-y. Il y a Rory McDonald qui vient à notre église. C'est exceptionnel. Il y avait une story hier sur Instagram, puis il va border son fils, Wentetuckin Rocky, son fils s'appelle Rocky, puis il a dit, tu sais, je suis fier de toi, mon grand. Puis son fils, il a dit, mission accomplished. Fait que c'est comme c'est vraiment le parallèle. C'est drôle que tu dis ça, c'est vraiment la story hier. J'ai essayé de le prendre en screenshot pour le montrer aux gens, mais c'était vraiment ça, tu sais. Fait que c'est comme, il y a quelque chose de beau, de pur là-dedans dans la relation père-fils. C'est important pour moi. Mon père a été un père exceptionnel. Souvent, c'est un parallèle. Probablement qu'Anne-Marie n'aimera pas ça, mais c'est quand même drôle comme petite phrase. Il en parlait, c'était dans un contexte un petit peu plus philosophique, et il disait que un homme va essayer toute sa vie de remplir les souliers de son père et il ne sera jamais capable. Et une femme va essayer le plus possible de ne pas devenir comme sa mère et elle va devenir sa mère. C'était drôle, tu sais. Est-ce que ça s'applique à tout le monde? Absolument pas, mais tu sais, des fois, on voit des patterns qui paraissent. Exemple, ma femme va dire quelque chose maintenant qu'elle est rendue un petit peu plus vieille, puis tout, puis dites jamais à votre femme, t'es comme ta mère. Man. Vous allez, je fais des combats extrêmes, je vais me faire laver, mon gars, si je dis ça. Mais tu sais, des fois, il y a des patterns qui se répètent, puis tout. Mais c'est drôle, on en rit. Mais c'est ça. Si je peux remplir à 80 50 30 les souliers de ce que mon père a réussi à faire avec ses 4 gars, je serais un homme comblé, puis ma fierté viendrait de ça. Mais une fierté prête à le dégager, je dirais pas non, parce que c'est sûr que t'as un bon œil, je respecte ça à 100%. Puis si tu dis que tu ressens une espèce de sentiment de fierté nécessaire pour moi de partager, ben je vais me poser des questions. Je vais creuser. Non, mais je voulais pas dire une fierté dans le sens extérieur, mais une idée de voici ce que j'ai fait. Tu sais, il y a un passage dans 1 Corinthiens qui dit que celui qui se tienne debout prenne garde avant qu'il ne tombe. Puis j'aime beaucoup cette image-là parce que, en même temps, on vient d'approches différentes, fait que je respecte, là, mais pour moi, c'est ça. Je peux arriver et avoir plein de succès. Puis je vais toujours revenir, Dieu m'a fait grâce. Tu comprends? Parce que il y a des trucs pour lesquels j'ai travaillé super fort. Peut-être que tu pourras me donner cet exemple-là mieux parce que dans des combats, mais il y a des trucs pour lesquels j'ai travaillé super fort, peu de résultats ou des résultats mitigés ou médiocres. Puis il y a des trucs pour lesquels j'ai presque rien fait. Puis bam, les choses s'alignent. Ça, c'est un exemple typique. Comme j'ai rien fait pour me préparer à avoir un podcast,
bam, je tombe, je fais un podcast avec la star numéro 1 au Québec, tu sais, qui fait en sorte. Ben, c'est qui si c'est pas toi, Jay? Mais c'est pas moi. C'est qui? Mais je sais pas, mais c'est pas moi. C'est comme si. Non, mais tu sais, si je te disais la même chose, je vais faire la même. Mettons juste pour la joke, là, mais si je te dis que t'es le meilleur MMA fighter au Canada, c'est toi? Je le prends. Dis-moi, c'est ça. C'est ça, j'aime cette humilité-là, mais en même temps, je pense que. Puis c'est là où. C'est ça, ouais. C'est un petit peu ça mon point, c'est l'idée de dire comme. Moi, tu sais, si j'étais dans ta position, voici comment je l'aurais approché, mais oui, je le suis parce que je reconnais la grâce que Dieu m'a accordée d'être où est-ce que je suis. Je vais à l'église une fois par semaine avec ma tante. On va ça s'appelle les Oblats à Richelieu. Et les Oblats, c'est un endroit où ils prennent soin des pères, des hommes de l'Église qui sont malades, beaucoup plus vieux. Puis il y a une messe le mercredi, puis c'est beau parce que les chants sont magnifiques. Puis j'aime aller là. Est-ce que je me considère à 100% chrétien? En fait, pour revenir un petit peu à la philosophie, pour faire un parallèle avec ça, il y a l'histoire de Socrate et les oracles de Delphes. Il y avait un oracle qui avait dit « Socrate, tu es la personne la plus sage que je connaisse. » Tu la connais un petit peu, oui. Puis, pour faire une histoire courte, il a commencé à questionner plein de gens sur plein de sujets, puis tout, puis il s'est rendu compte que sa sagesse, il dit « La sagesse vient du fait que je sais que je ne sais rien. » Donc, je suis constamment en quête d'apprendre. Puis je ne serai pas là, même si je vais à l'église, même si j'ai été baptisé, je ne peux pas arriver puis hey, moi je suis un chrétien, moi c'est pas ça le but, mais j'essaie d'apprendre le plus possible. Puis dans le fond, j'ai eu 2 revers, comme Léo soulignait, man, à plusieurs reprises. Hein. J'ai eu une décision partagée, donc c'est un juge pour moi, 2 juges pour l'adversaire, donc c'est tout le temps à ça, mais tu sais, t'es à ça justement de perdre le grand... Quand même. 6 pieds 4. Puis j'ai eu une décision proche, puis je suis tombé à genoux dans ma chambre d'hôtel, puis j'ai dit « Pourquoi? J'ai vraiment tout fait, là. Pourquoi ça se passe de même? Pourquoi je suis à ça? Je viens de perdre beaucoup de sous, tu sais, j'étais sur un autre contrat, etc. » Puis j'avais pas une vision très stoïque, en fait, à ce moment-là. J'étais très frustré du outcome du combat. Puis je suis tombé à mes genoux, mais j'ai dit « Pourquoi? Pourquoi ça me fait ça? Je fais de mon mieux, j'essaie de redonner le plus possible. J'ai l'impression que je fais tout ce qu'il faut, pour faire un parallèle à ce que tu disais. Puis pourquoi j'arrive à ça de mon... Tu sais, je montrais dans le top 15 au monde, etc. J'étais tellement près de mes objectifs. Puis j'ai dit, tu sais quoi? Prochaine fois, si tu me mets contre un gars de 5 pieds 8, il n'y a personne qui va me battre. Il m'a juste battu parce qu'il était grand, etc. Parce que j'étais comme dans l'optique que la plupart des gars que j'ai combattus de ce gabarit-là, je les ai battus. Puis les autres, c'est souvent le problème avec le gars Woodson, c'est qu'il était très grand. Il touchait, il faisait des points, puis il s'en allait, puis je n'étais pas capable d'aller le toucher. Fait que je suis tombé à genoux, puis j'ai dit, tu vois, continue de me donner des défis, s'il te plaît. Puis je regardais en haut, puis je sais que je parle avec une entité. Ça peut être une énergie, ça peut être... peu importe comment les gens veulent le voir, je sais que je parle avec quelqu'un, puis je sais qu'il me regarde depuis longtemps, puis je sais que je fais de mon mieux, puis je sais que tous les cadeaux que j'ai viennent d'en haut. Est-ce que je serais prêt à dire que... Ça, c'est littéralement un verset. Toutes les bénédictions viennent d'en haut. C'est littéralement... Bon, génial. Puis j'y parle souvent. Puis là, après ça, j'ai eu le revers que là, j'ai vraiment pris un KO d'un gars de 5 et 8. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu es en train de me dire en ce moment? Au lieu de dire, pourquoi tu me fais ça? Je dis, tu es en train d'essayer de m'apprendre quelque chose. Ouais. Mais ce qui m'a appris, c'est que j'étais même pas dans la bonne catégorie de poids parce que, mettons, les gars qui se battent à 145 livres sont capables de réhydrater jusqu'à 170. Moi, je réhydratais à 155. Donc, le dernier, Silva, il était tellement gros contre moi dans la cage. Puis j'étais comme, OK, peut-être qu'il m'a juste dit, Charles, t'es à la bonne place, mais il y a juste des choses que tu dois changer. Est-ce que c'était absolument ça son plan ou peu importe? Mais c'est ça. Mon point était que quand j'ai regardé en haut, j'ai dit, je sais que tu es en train de m'apprendre quelque chose. Puis des fois, on ne devrait pas demander des choses d'en haut. On devrait demander, s'il te plaît, peux-tu éclaircir le chemin devant moi? Puis c'est dans cette optique-là que j'ai fait le changement de catégorie. J'ai combattu le numéro 20 au monde, puis là, je l'ai battu et j'ai pris sa place dans le top 20. Moi, je vais revenir parce que tu l'as dit, éclaire mon chemin. Puis tu dis éclaire mon chemin, c'est aussi un passage dans les psaumes qui dit ta parole est une lumière pour mes pieds et une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon chemin. Ou peut-être que j'inverse les deux, là, mais ces concepts-là, c'est ça, ils sont là puis ils sont purs, si on veut, tu sais. Fait que je t'entends dire ça puis je trouve ça cool, tu sais. Ma question, ce serait, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Non. OK.
Non, j'en ai une. J'ai commencé, mais je me suis vite rendu compte que ça nécessite. C'est pas. Tu lis et t'absorbes. Il y a beaucoup de profondeur. Ouais. Jordan Peterson, un homme que j'aime beaucoup, dit que c'est une source infinie de connaissances. Parce que c'est pas parce que tu as lu un verset à 21 ans que tu vas le lire de la même manière à 25. Tout dépend de ton expérience de vie. Donc, le peu de mes connaissances bibliques viennent de quelques de ces lectures que j'ai consommées. Tu vois, ben, fait que je dirais à l'inverse, puis c'est ce qu'on dit, tu sais, mais c'est la parole vivante de Dieu, donc il nous parle différemment à certaines saisons de notre vie. Puis souvent, c'est le challenge que je donne aux gens qui sont intellectuels. Puis c'est ce que j'avais fait avec Anne-Marie, tu sais, c'est de dire, pour moi, je pense que la Bible, même en tant qu'ouvrage littéraire / intellectuel, démontre la divinité, sa divinité, par la sagesse qu'elle a. Tu lis ça, puis tu dis, ça s'applique à ma vie aujourd'hui, pinpoint, là, exactement. Puis ça a été écrit il y a 3000 ans dans une société, dans un environnement complètement différent du mien, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça qui me frappe toujours. Tu parles de proverbes. Ah, mais toute la Bible, tu vas lire quelque chose, puis... Mais souvent, je veux dire, c'est que souvent les gens qui n'ont jamais lu la Bible, ils aiment bien les proverbs parce que c'est ça qui est comme plus. Comme tu lis, puis t'es comme aïe, ça s'applique direct à ma vie. Puis c'est écrit par King Solomon il y a 3000 ans. Puis lui, ça a été l'homme le plus riche. Il y avait tout, tu sais, les femmes, le royaume. Il y avait tout ce qu'il voulait. C'est lui qui a écrit les proverbes. Puis tu lis ça, puis t'es comme aïe, ça s'applique donc bien à ma vie. Puis s'il y a 3000 ans, puis ça montre que l'être humain change pas. Ouais. Ce serait peut-être ma suggestion si tu veux commencer à lire la Bible. Proverbes, ce qui est intéressant, il y a 31 chapitres. Fait que même si tu skippes une semaine, tu peux juste faire la date. À chaque mois, il est là. Moi, je sais que je lis chaque mois. Fait que, tu sais, comme je lis un proverbe par jour. Tu sais, je dis An apple a day keeps the doctor away, a proverb a day keeps foolishness away. Tu sais, tu peux pas te perdre trop parce que chaque jour, tu es confronté. Il y a une chose parce que tu parlais de comme pourvoir pour ta femme, puis ton enfant qui s'en vient. C'est un gars ou une fille? Un petit garçon. Let's go. Est-ce qu'il y a un nom? Hector. Exact. Hector Jourdain, avec mon petit temps. Le fin janvier, c'est ça? Yes. Let's go. Mais ouais, fait que ça me fait penser comme tu veux pourvoir pour ta famille, tu veux, genre, faut que tu saignes, puis tout. Puis t'as aussi mentionné que t'as peur de mourir un jour, fait qu'il y a genre, pas que t'as peur de mourir, mais que tu vas mourir un jour, fait qu'il y a plein de choses que tu vas accomplir dans ta vie. Puis ça vient avec un genre de poids sur les épaules, que moi, quand j'ai appris à connaître Jésus, c'est comme tout ce que je vis en ce moment, tout ce que je ressens, je peux les mettre aux pieds de Dieu parce que je sais qu'il y a un Père en haut qui s'occupe de ça, puis que je suis exactement dans la situation que lui veut que je sois en ce moment. Puis ça m'amène une genre de paix intérieure de savoir que comme, no matter what, c'est comme, c'est pas par ma propre force que je vais y arriver, c'est en le soumettant à Dieu, puis c'est lui qui va m'aider à surpasser tous ces défis-là que je traverse. Puis ça m'amène à ma question comme, c'est qui Dieu pour toi? C'est une force, c'est une énergie, puis je pense que c'est quelqu'un qui est là, même si au fond de toi, tu penses que tu le mérites pas, je pense que son oreille est bien présente. Puis c'est sûr que pour moi, il y a comme une absence d'une figure un peu comme on voit dans les télés, etc., tu sais, d'un homme barbu en haut qui parle. C'est sûr que moi, c'est pas là que je vais faire un attachement à ça, mais je sais que c'est une force. En fait, c'est la force de la vie. C'est dans ces mots-là, mais encore une fois, comme Socrate dit, la sagesse vient du fait que je sais que je ne sais rien. Donc, je dis ça avec le peu de connaissances que j'ai. C'est vrai, moi je l'entends, puis c'est comme Day One, premier jour d'école biblique, c'est ce qu'on t'apprend. C'est déjà, si tu le sais, peut-être tu le sais d'avance, mais il y a cette insistance parce que beaucoup de personnes perçoivent Dieu comme cette force-là. Puis c'est ça souvent qui est la racine de la religion, parce qu'on ne peut pas être en relation avec une force. Donc on peut y croire, on peut la percevoir, mais dans la mesure où on comprend la personne de Dieu. Puis c'est encore plus quand on comprend la personne de Jésus, la personne du Saint-Esprit. Après ça, d'essayer de comprendre ces trois personnes-là qui sont réunies en un, c'est un petit peu mind-blowing, là, mais l'idée est là quand même, mais c'est... Puis ce serait peut-être ça mon invitation, mais juste considère l'idée d'une personne, puis qu'il soit pas barbu ou peut-être qu'il aurait de l'air de toi comme dans 35 ans, tu sais. mais, tu sais, mais cette personne-là, puis de dire... Puis c'est ça qui est intéressant avec la Bible, c'est quand on comprend cette idée-là de relation personnelle avec Dieu, puis d'être capable d'être en contact avec lui. Puis c'est comme il disait, puis tu sais,
je t'en rendais poser la question, puis ma réflexion, c'était Charles, c'est un guerrier. Fait que tu vas à la guerre, puis c'est comme... Puis c'est ça, être un guerrier. Tu sais, je l'ai vécu d'une autre façon, mais c'est la même chose. C'est comme... connais-tu Tennyson? T'as-tu joli Tennyson? Je te montrerai après. Ça va probablement devenir ton poème préféré, tu sais, mais c'est l'histoire de la bataille de Balaklava, puis ils se font envoyer dans un combat, puis ils savent qu'ils vont perdre. C'est une erreur du général. Puis Tennyson, il dit « There's not a question why, there's but to do and die ». Tu comprends? Puis c'est l'idée de « voici, j'avance, je continue ». Puis je suis content, puis t'as 28 ans, puis tant mieux. Puis tu sais, je te l'ai dit comme si j'étais super sage puis vieux, mais... Quand mieux. Quand même vieux, mais 42 ans, tu sais, mais il y a cette force-là, il y a cette énergie-là, puis tant mieux, puis... Mais pour moi, je suis arrivé à un point dans ma vie, c'était à la trentaine. Je suis arrivé à 30 ans, puis c'est là où, comme, il y a un épuisement, un petit peu ce que tu expliquais là, puis c'est pour ça que je suis toujours en émerveillement quand je vois des gens qui ont 24, 25 ans, 23, 22, 20 ans, tu sais, qui ont du succès, puis tout, puis qui sont capables de reconnaître Dieu. Je dis toujours « wow », parce que moi, il a fallu que je sois brisé. Il a fallu que j'arrive à un point, tu sais, puis ma prière, quand je vois des guerriers, c'est drôle parce que c'est la première fois que je rencontre un guerrier qui est legit. Tu comprends? Fait que tu vis légalement, tu es un guerrier, il y a un cadre pour les combats que tu mènes. C'est un octogone, tu sais, mais tu es là, tu es un guerrier là-dedans. Mais tu sais, la même chose que je disais à mes boys en prison, puis que je continue de leur dire s'ils le regardent. Souvenez-vous-en, tu sais, mais il y a cette idée-là de je me sacrifie pour le bien des autres. Puis le message chrétien, c'est Dieu qui dit je viens en chair, puis c'est drôle, notre pasteur prêchait ça pour Noël, tu sais. Dieu choisit de venir dans la chair, puis de se sacrifier pour nous. Puis pour moi, quand moi j'ai compris ça, j'ai dit j'ai plus besoin. J'ai plus besoin d'être ce guerrier-là qui me sacrifie pour d'autres. Le sacrifice a déjà été fait. Puis là, j'ai fait ah. Puis c'est ça qui a changé, qui a transformé ma vie parce que j'étais complètement dysfonctionnel dans mon attitude guerrière. Tu sais, fait que je te regarde, t'as de l'air équilibré, tu sais, t'as pas de l'air comme complètement disjoncté. Mais j'ai une question pour toi. Mhm. Pourquoi exemple, ce qui me rend content, c'est même pas la félicité, c'est même pas le fait que je sois, qu'on me lance des roses ou peu importe après une victoire. Ce que je sais, c'est que si je gagne, les gens proches de moi gagnent. Donc de pouvoir redonner. Pourquoi ça, c'est autant... Tu te sens tellement bien quand tu fais ça. Puis tu te sens pas bien juste pour toi de manière égoïste. Tu te sens bien parce que tu as l'impression de faire la bonne chose. Mais moi, c'est là où je reviens à qui t'a donné l'habilité. Puis je remets pas en question ton travail. Là. Clairement, tu as une éthique de travail. Qui t'a donné cette éthique de travail-là? Où tu as appris ça? Quelles circonstances t'ont amené à ça? Puis c'est là où moi, tu sais, quand on demande le pourquoi, de pourquoi ça, puis qu'on aligne assez de pourquoi, on revient toujours à Dieu m'a fait grâce. Tu sais, tu as grandi avec un père qui t'a donné un bon exemple. Tu as grandi avec des frères qui probablement t'ont rendu tough un petit peu quand tu étais jeune, tu sais. Toutes ces choses-là, Romains 8, 28 dit « Toutes choses concordent pour le bien de ceux qui aiment Dieu puis qui sont appelés selon ses objectifs. » Peut-être que ma traduction n'est pas super bonne, mais c'est ça, les choses ont concordé puis ça donne cette habilité-là. Ma question, c'est si tu étais handicapé, est-ce que tu aurais moins de raisons d'être? Tu sais, parce que tu ne pourrais pas pourvoir à ta famille. Tu ne pourrais pas pourvoir à ta femme. Tu ne pourrais pas déjà planifier pour un enfant qui n'est même pas né encore. Tu sais, quel privilège que Hector a, que son père, déjà avant sa naissance, tu dis qu'on a acheté une maison, on veut qu'il soit là, qu'il soit... Wow! Tu sais, pour moi, ça, c'est génial, le selflessness, tu sais, comme le... Mais ce qui t'a donné cette habilité-là, encore là, je ne remets pas en question le travail, là, comme clairement, il y a... Je comprends. Mais même l'idée de travailler, l'idée de dire « Ah oui, il faut que je travaille », tu sais, on le voit avec des athlètes, il y a plein de monde qui ont super plein de talent, puis les gars, ils font que dalle avec leur talent, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est un petit peu à ça que je reviens, tu sais, si tu n'avais pas cette habilité-là, est-ce que tu vaudrais quand même la peine d'être aimé, la peine d'exister, d'être toi? C'est un petit peu ça ma question, tu sais, que je te renvoie pour ta question. C'est
sûr que je suis quelqu'un qui est très réaliste. C'est sûr que l'hypothétique, c'est important, mais je trouve que des fois, d'être dans des hypothèses, je pense pas qu'une personne a moins de valeur. Je pense que je vais prendre tous ces cadeaux-là qui m'ont été... Ça, je suis d'accord avec toi que je sais que, encore une fois, cette entité, cette force-là m'a donné ces capacités-là. Comme tu dis, il y a des gens qui ont ces cadeaux-là, mais qui vont les utiliser à des fins très personnelles ou pour faire le mal. Moi, d'un côté réaliste, c'est sûr que si j'étais quelqu'un... Je peux pas me dire qu'est-ce que je ferais si j'étais une personne en chaise roulante. Ça de mon côté, je trouve que pour le peu de temps qu'on a à passer sur Terre, je vais mettre beaucoup l'emphase sur ce qu'on m'a donné puis qu'est-ce que je peux faire avec. Donc, exactement. Mais oui, j'ai vraiment l'impression que même 4 garçons qui sont nés dans la même maison, on est tous incroyablement différents puis c'est tous les cadeaux qu'on a reçus d'en haut. Puis c'est notre responsabilité de les utiliser de la meilleure manière. D'où on peut faire un parallèle, si vous voulez, avec nos chers mâles alpha. Je sais pas si Non, c'est bon, vas-y. à un certain point, parce que moi, Julien Bournival... On en a reçu un. Joël. Ouais, c'est le plus... Le du Lucide Podcast. Ouais, c'est cool. Ouais, cool. Mais moi, j'ai réussi à faire affaire avec Julien Bournival. On avait fait un espèce de sommet où il fait venir des gens pour faire des conférences. Puis un peu comme tu disais tantôt, j'arrive pas là préparé avec un tchic-tchic. Je suis simplement moi. Puis les gens ont réussi à trouver beaucoup de positif de cette interaction-là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme? Là, on pense pas à ouais, mais l'homme, il est physiquement plus fort que la femme. Ouais, mais la femme est faite pour être à la maison. Tu sais, toutes ces affaires-là, j'essaie de me dissocier de ça. À chacun sa façon de traduire. Exemple, tu parles des proverbes. Tu sais, il y en a qui vont utiliser un proverbe, mais qui vont l'utiliser selon leur désir. On parlait du désir tantôt. Donc, il va lire un proverbe, puis si c'est écrit... Peu importe ce qui est écrit, la personne va le remodeler dans la compréhension. Va pick and choose qui aime de la Bible. Exactement, pour pouvoir dire aux gens, tu vois, si c'est écrit là, Pour se justifier. C'est ce qu'on a vécu quand Joël est venu. Éphésiens 5, 21, qui dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris. » Tu sais, fait que là, déjà, lui faisait abstraction de mari, puis il substituait pour homme. Donc, on parle plus de épouse, soumettez-vous à votre mari, mais de femme, le genre, soumettez-vous aux hommes. Puis après ça, on escamotait la partie qui dit « Mais les hommes doivent s'offrir à leurs femmes comme Jésus s'est offert pour l'Église. » Tu sais, fait qu'il faut toujours prendre le contexte. Les Écritures, c'est facile de se perdre. J'en ai parlé avec ma tante, parce que justement, on était allé aux Oblats, puis il y avait eu un segment où il parlait justement de ce petit proverbe-là qui parlait de la femme de se soumettre à son mari, puis tout. Puis après ça, elle m'a expliqué en profondeur qu'est-ce que c'était exactement comme tu viens de le faire. Puis c'est cool parce que je me posais la question, parce que je me suis dit, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont lire ça puis qui vont mal l'interpréter, puis qui vont l'utiliser selon leur désir. Puis cette espèce de désir-là je veux pas me sentir comme l'alpha de la maison. Je veux pas me sentir comme le leader ou peu importe. Je veux juste savoir que je fais la bonne chose. Puis je pense qu'encore une fois, c'est une autre chose qui vient d'en haut. C'est un feeling qui s'explique pas quand tu sais que tu fais la bonne chose. Puis ça c'est encore une fois, ça vient du fait que tu as la possibilité de faire ces bonnes choses-là à cause de quoi? La grâce. Exactement, la grâce. Donc tu disais pourquoi? Puis là, tu te rends compte que ça venait d'en haut. Mais mon point était plus, qu'est-ce que vous faites quand, par exemple, vous êtes entouré de jeunes hommes qui ont tendance à mal interpréter en fonction de leur bénéfice personnel un verset de la Bible? Parce que tu es entouré de jeunes hommes, vous faites des Bible studies, ça c'est cool. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que l'humain, surtout quand on est plus jeune ou qu'on a encore une fois un petit peu une identité, on est à la recherche de notre identité, on a moins d'expérience de vie, puis c'est beaucoup plus facile quand tu as moins d'expérience de lire quelque chose puis de le bâcler un petit peu. C'est quoi, mettons, quand tu as une approche, mettons, quelqu'un arrive puis qui te dit « Ouais, mais ça, c'était écrit parce que ça veut dire ça. » Est-ce que tu es capable de dire « Attends un petit peu, on va en parler puis on est capable d'en discuter. » Mais c'est attends un petit peu, on va en parler, mais on va aller voir ce que la Bible dit sur telle situation, premièrement. Mais il y a aussi l'interprétation de ce qui a été écrit. C'est drôle parce que tu poses la question, mais on le fait. Tu dis, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On corrige. Puis c'est ça, l'exercice. Tu sais, comme, je vais te donner notre semaine en général, là, mais, puis pas pour tout le monde, mais on est un groupe de jeunes hommes, mettons que vendredi, on est à l'église, dimanche, on est à l'église. Fait qu'il y a un message qui est prêché le vendredi, le dimanche.
Jay a la liberté, le loisir. À cause du collège biblique, on a un service de chapelle le mardi, donc la parole est prêchée encore. Puis les jeudis, je fais une étude biblique avec des jeunes hommes. Spécifique à ça, puis tu sais, tu pourras en témoigner à ta façon, là, mais c'est ça, à chaque semaine. Puis c'est de dire, OK, j'ai lu ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que la Bible, ça n'a pas été écrit à moi aujourd'hui. Right? Ça a été écrit il y a au moins 2000 ans, dans une société qui est complètement différente, qui réfère à des concepts différents, dans un langage qui est différent. Donc, des fois, juste dans les traductions, les mots diffèrent un petit peu, puis qu'est-ce que ça représente? Fait que c'est toujours de regarder, si tu prends un verset, c'est quoi le contexte du chapitre? C'est quoi le contexte du livre? Parce que, tu sais, la Bible est constituée de 66 livres. C'est quoi le contexte de ce livre-là spécifiquement? Puis après ça, c'est quoi le contexte plus large? Culturel, dans le temps, où est-ce qu'ils sont, comment ça se vit. Donc, il devrait toujours y avoir une seule interprétation pour un verset. Après ça, il y a différentes applications. Donc, on lit quelque chose, il y a un principe qui est dérivé. Comment j'applique ce principe-là à ma vie? Right? On l'a dit, tu sais, comme femme, soumettez-vous à vos maris. Ça, c'est la surface. Oui. Il faut se creuser. Exactement. Puis c'est ça qu'on veut. Puis c'est ça qu'il faut encourager le plus. Ouais. Tu sais, je veux pas être celui qui dit dans notre société, mais on aime les headlines, la surface de tout, puis on se pose pas plus de questions. Tu sais, on va utiliser des segments TikTok de 8 secondes pour représenter l'entièreté de ce qu'un individu pense. Ouais. Tu sais, par exemple, Donald Trump va dire de quoi quelqu'un n'est pas d'accord, etc. Mais ça veut dire que c'est un manger de marde, c'est un ci, c'est un ça. Je t'attends un petit peu, gratte un petit peu plus pour voir l'entièreté de l'individu. Donc, chapeau à vous de le faire, mais c'est parce qu'on s'en va vers un gouffre spirituel si on n'est pas capable de se poser des questions sur ces sujets importants-là. Si on n'est pas capable de recevoir des réponses. Tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions. La réponse vient, puis ils sont pas satisfaits. Fait qu'ils disent, tu sais quoi, moi, je m'en vais. Ça revient dans le désir. Ouais. Là, on parlait du désir tantôt de Spinoza. Encore une fois, je vais la redire parce que elle est très bonne. Donc, c'est pas parce que quelque chose est bonne que nous la désirons. C'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Donc, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on n'est pas en accord avec quelque chose que ça peut pas être quelque chose qui est bon pour nous. Il faut prendre le temps, puis il faut se creuser un petit peu plus les méninges parce que aujourd'hui, le contexte de 8 secondes, TikTok, 16 secondes, etc., on essaie de mettre des punchs, je comprends, pour aller chercher le plus de views possible. Par contre, je veux que ça amène les gens à se creuser un petit peu plus la tête. Puis, tu sais, on a un petit peu un déficit d'attention avec les téléphones, la nicotine, peu importe sur quoi, tu sais, ton reward system, ton dopamine system, il est complètement free à cause de que t'es tac, t'es capable. La dopamine instantanée. Exactement. Puis ça l'empêche les gens de se creuser. Puis je pense que c'est ça qui est beau que vous faites avec votre communauté. Puis moi, c'est la même chose d'une autre manière dans le gym. Tu sais, on se rejoint, puis c'est beaucoup plus que juste des gars qui s'entraînent ensemble et des filles. Il y a beaucoup de filles à notre gym, mais c'est comme une famille où tout le monde veut le bien de tous, puis on se pose des questions, puis même si on n'est pas d'accord, on est capable de ne pas être d'accord dans le respect. Puis ça, c'est une chose qu'on a perdue. Tantôt, je faisais le petit parallèle avec les gens de la télé, là. C'est fou comment c'est des divas. Tu sais, quoi, tu penses pas comme moi, mais parfait, tu viendras pas. Nanana, c'est tellement déplorable de penser comme ça. Puis je suis content qu'on soit dans le fameux cycle, là, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps durs, les temps durs créent des hommes forts. Donc, on est dans cette espèce de cycle. Puis j'ai l'impression qu'on arrive à la fin des hommes faibles qui ont créé des temps difficiles, malgré eux. Puis c'est sûr que ça vient pas d'une volonté de faire le mal, ça vient simplement d'un manque de connaissances, c'est un manque d'expérience de vie. Puis, il y a vraiment des gens, par exemple, si on parle de la politique, là, avec Christina Freeland, Justin Trudeau, etc., écoute, ils ont vraiment mis à terre notre Canada. Je ne sais pas si vous écoutez, moi j'aime beaucoup les économistes qui parlent, puis en ce moment, ça va vraiment pas bien. Puis, avec où la responsabilité de ce côté-là, de ces gens-là qui sont... C'est Hector qui va payer le bill. Pardon? C'est Hector qui va payer le bill. Exactement. Ça, donc, quand tu vois ça, t'es comme crime, c'est très difficile. Donc, puis juste, probablement qu'on est loin dans les temps, mais j'ai une question pour vous. J'ai rarement connu des gens qui font le mal parce qu'ils savent que ça va faire mal. Il y a des gens qui le font par inadvertance ou par manque d'ouverture de conscience, où il y a plein de choses qui peuvent donner sens au fait qu'ils ont fait quelque chose de mal. OK? Est-ce que vous connaissez des gens purement evil? Tu as été en prison, tu as vu des gens qui sont vraiment nés pour détruire, faire mal. Est-ce que c'est ça ou tu penses que chaque personne peut être d'une certaine manière incomprise? Je mettrais la nuance à né.
Je pense à une personne en particulier. Clairement evil. Ah ouais. Mais je pense pas qu'il est né comme ça. Mais à 7 ans, il a été inclus dans des gangs puis il est allé tuer des gens. Ouais. Tu sais, fait que tu penses à ça. Tu sais, moi, je le vis beaucoup à l'église, puis je regarde les jeunes, puis je regarde leur âge, puis je me replace dans leur... Puis je dis, t'as 7 ans, puis on te met un gun, puis on te dit de tirer. Comment tu te remets de ça? Tu sais, comment tu réétablis le monde dans lequel... Je sais pas. Je sais même pas par où tu commences, tu sais. Fait, mais clairement, tu sais, sa solution à tout, c'est de tuer la personne. Lui, c'est ça. Fait que c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Tu m'as posé la question, puis il connaît 60 façons de tuer du monde. Puis je ne veux pas le nommer, puis je ne veux pas donner trop de détails, mais il a été libéré, ce gars-là, parce que, un petit peu dans la même veine que ce que je perds, discipline. Capable de discipliner cet instinct du tueur-là, puis de dire, dans la mesure où je le laisse se promener librement, je ne sortirai jamais de prison, puis je vais mourir ici. Mais de le voir en pleurs dans sa cellule, parce qu'il veut tuer un gars, puis qu'il sait qu'il est capable de tuer un gars. Parce que, tu sais, il y a bien du monde qui veulent tuer du monde, de tuer quelqu'un, c'est une autre game. Puis de vouloir, de savoir qu'il est capable, puis de pleurer. Parce qu'il combat cet instinct-là. Il combat cet instinct-là, puis finalement, il l'a vaincu, tu sais, mais pour combien de temps, dans quelles circonstances? Tu sais, c'est pour ça, je pense qu'en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup l'humilité, parce que tu sais jamais... Tu sais pas, tu sais, que celui qui se tienne debout prenne garde avant qu'il ne tombe. Pour moi, c'est un verset qui est fétiche parce que c'est tellement facile de dire « Ah non, mais là, ça va bien. » Tu sais, puis je suis sûr que tu dois le vivre dans des combats, tu dois le vivre dans des entraînements. Tantôt, tu parlais, puis la chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire on vit dans une société qui est beaucoup moins violente physiquement, tu sais, où on donne moins de coups un petit peu. Psychologiquement, on l'est Mais c'est ça. énormément. Puis ce que je me disais, c'est à quel point est-ce que de manger un coup de poing d'en face sur une base semi-régulière, ça garde une personne humble? Absolument. Par contre, une chose à prendre en considération, c'est un nez brisé, ça revient en 2 mois. Une confiance brisée, ça peut durer toute une vie. Et c'est là que, tu sais, ma femme, on a eu beaucoup de débats à ce niveau-là parce qu'elle dit pourquoi tu es autant dur avec, par exemple, les visions féminines d'aujourd'hui. Lisande, tu sais, qui fait de la misandrie, puis on accepte ça parce que c'est moins pire que de frapper quelqu'un. Mais c'est des violences psychologiques qui laissent des traces énormes sur les gens. Puis c'est là que je trouve ça un peu plate parce que j'encourage pas les gens à sauter d'en face puis à combattre puis tout, mais les gens les plus humbles que j'ai connus vivent la voie des arts martiaux parce que quand tu te fais choquer par un petit gars de 16 ans, man, Blue Belt, tout, ça te ramène les idées à la bonne place. Donc, c'est un... Merci. J'aime beaucoup parler avec toi, Manny. Toi aussi. Ouais, non, mais c'était bon. Mais c'est ça que je perçois. Tu sais, je t'écoutais décrire le gym, puis c'est comme une quête d'excellence. Tu sais, puis c'est pour ça que je trouve ça... Tu sais, je comprends absolument l'idée de revenir aux principes romains parce que c'est... En tout cas, je connais pas tant l'époque romaine, mais je pense que c'était ça. Donc, c'est l'excellence physique, mais l'excellence intellectuelle. Tu sais, puis cette idée-là, Proverbe 27-17 dit Iron sharpens iron. Tu sais, le fer aiguise le fer. Puis c'est ce qu'on fait un avec l'autre. Puis j'ose imaginer que, tu sais, de la même façon, c'est ça. Tu dis, I'm getting choked out. Ah, mais on parle après, puis il y a cette quête d'excellence-là. Mais parce que tu es entouré de gens qui veulent le meilleur de toi. Tu sais, on ne laisse pas à se blesser, puis ça, c'est cool. Vite, je vais toucher sur une chose que tu as dit tantôt. Tu parlais du roi Salomon. Salomon ou Solomon? Salomon, en France. Salomon. Tu as dit que lui, tu sais, il était extrêmement riche, puis ça l'apportait à se poser des questions, puis tout. C'est vrai que dans ce temps-là, tu sais, se poser des questions, c'était d'une certaine manière une richesse, parce que des fois, il y a des gens qui se réveillaient, il fallait qu'ils aillent travailler, puis il fallait qu'ils travaillent 12-13 heures pour pouvoir ramener de l'argent pour sa famille, etc. Il y en avait qui n'avaient même pas d'argent, c'était des esclaves. Exactement. Donc, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas d'excuse valable dans notre société d'occidentale, surtout si tu as un toit et de la nourriture, de ne pas arriver à te dire
qu'une de tes quêtes principales est de développer spirituellement. Puis je sais pas pourquoi on essaie de ouais, mais l'Église, c'est vieux. Ils essaient tout le temps de dénigrer sans problème. Par contre, ils vont pas partir après la religion musulmane, hein, parce que ça, c'est pas correct, c'est raciste, mais on peut dire que le christianisme, ça, dans le temps, puis ils se permettent tellement d'insultes derrière tout ce que vous parlez depuis tantôt. Puis à mon avis, je trouve ça déplorable parce que tout ce qu'on a parlé, c'est rassembleur, puis c'est dans le développement de soi, au niveau soit spirituel, physique, peu importe, mais il y a un développement. Puis c'est des conversations-là, comme ça, à mon avis, très humblement, qu'on devrait encourager plus que de « Hey, moi, OnlyFans, je fais ouais, je fais un split sur un gâteau, je me mets des gummies. » Tu sais, c'est n'importe quoi. C'est plate, mais en même temps, c'est correct. Ça fait partie de notre culture. On cherche à être divertis, mais si vous êtes entouré de gens qui sont dans cette culture-là de développement physique, personnel et spirituel, eh bien, chaque auditeur, je vous encourage à vous entourer de gens qui ont cette quête-là parce que même si on ne vient pas du même milieu, 3 histoires complètement différentes, on peut s'asseoir, partager, puis je sais que je vais retourner chez moi un meilleur homme grâce à vous. Puis t'as mentionné comme, tu sais, ils attaquent pas on peut pas attaquer les musulmans, mais les chrétiens, on peut dire n'importe quoi. Pour moi, quand j'ai su que Jésus, c'était la vérité. J'étais comme, bon, mais ça, c'est juste une preuve de plus que Jésus, c'est la vérité. Tu sais, c'est comme les Olympiques qui ont attaqué le christianisme direct. C'est comme, bon, mais c'est juste une preuve. Fait qu'au final, je voyais ça positif. Oui, mais parce que c'était comme... Je me souviens, j'ai vu, j'ai un ami qui est très, très croyant, très chrétien, puis il a dit, ça fait juste prouver que c'est l'ennemi du démon. C'est non. L'ennemi numéro 1, c'est le christianisme, parce que ça montre que c'est la voie. Il y a des gens qui vont pas être d'accord, etc. Mais c'est correct. Ils partent après eux parce que... Mais je leur dis mal, je ne sais pas leur dire dans des mots proper, mais il a dit exactement la même chose que toi. Parce qu'il y a juste... Parce que c'est la vérité. Il y a juste un nom que les démons doivent battre. Son nom, c'est Jésus. Puis ça me fait penser, c'est un combat spirituel, pas physique. Puis tu as mentionné la quick dopamine, puis ça fait en sorte que c'est ça qui nous bloque à se poser plus de questions, puis tout. Mais tu sais, ça, pour moi, je vois ça tout comme des plans de l'ennemi pour te distraire de la vérité, d'amener à te poser des questions. C'est pour ça que la porn, c'est gratuit, parce que ça va te donner comme cette... Ça va te donner cette... Full reward. Exact, là, la coke, c'est pour ça que c'est autant... C'est pas gratuit. Ouais, ça coûte pas cher. gratuit, mais c'est pour ça que c'est autant populaire, l'alcool, après ça. C'est pour ça que Instagram, tous les social media, c'est gratuit et tout, parce que ça fait que tu scrolls, c'est de la dopamine, mais tu t'éloignes. Je dis pas que c'est tout négatif, le social media, mais la façon que c'est utilisé par la majorité du monde, c'est négatif, tu sais. Puis c'est ça, c'est que ça t'éloigne de la vérité, puis c'est pas mal ça que j'avais à dire. J'avais pas vraiment de questions, mais je pense... Voyez les connaissances comme... moi, je vois tout le temps, tu sais, ils disent, t'as ça à ton coffre à outils. Puis c'est absolument vrai, parce qu'avec un outil, avec tes connaissances, un exemple... L'outil, ici, ce serait un marteau. Avec un marteau, tu peux tuer quelqu'un ou tu peux bâtir une maison. Donc, c'est cette quête-là non-stop d'avoir des outils, mais il y a des gens qui vont les utiliser à des fins... Exemple, je vais finir là-dessus. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il y a un livre de Robert Greene, c'est Les 48 lois du pouvoir. Yes. C'est le livre le plus intense que j'ai lu de ma vie parce que je me disais, oh mon Dieu, il y a vraiment des gens qui peuvent utiliser ça à des fins très personnelles puis d'écraser tout le monde, etc. Parce qu'il parle vraiment de la psychologie humaine. C'est magnifique comme livre. Mais encore une fois, c'est un outil. Est-ce que tu peux l'utiliser pour faire le bien ou tu peux l'utiliser pour faire le mal? Oui, c'est comment tu l'utilises. Mais pour savoir si tu fais le bien ou tu fais le mal, c'est là que tu as besoin d'un entourage vrai autour de toi, au lieu d'être avec des fake chums, des fakes affaires. Puis, non, on s'en fout, crosse-le, lui. C'est pas grave, on s'en crisse de lui. Non. Tu veux jamais ces gens-là qui sont prêts à piler sur les autres. Puis, tu sais, comment il s'appelle celui qui fait Venom, l'acteur, il est très bon. Victor, t'en rappelles-tu? En tout cas, il avait dit toujours me fier à comment la personne traite le janitor, le concierge. Oui. Puis c'est comme, oh mon Dieu, c'est vrai ça. Puis j'avais aimé vraiment ça. Donc, je vais revenir sur 48 Laws of Power. Ouais. Je me souviens quand j'ai commencé Concordia, je suis sorti, puis je connaissais pas le livre. Le gars, il m'a montré le livre, puis je regardais, puis j'ai fait l'exercice avec lui. Puis j'ai pas fait tout le livre au complet, mais comme peut-être les 15 premières. Puis je pouvais lui montrer où dans la Bible c'était. Tu comprends? Fait qu'on en parle souvent, mais les principes bibliques sont là, ils sont universels. Parce que Dieu a créé le monde. Fait qu'ils fonctionnent. On vit dans une société un petit peu où des fois les gens ont sorti Dieu du principe, mais le principe va fonctionner quand même. Après ça, où est-ce que ça t'amène éternellement? Il y a une ligne
d'un coach de football qui s'appelait Barry Switzer. Puis il coachait les Cowboys de Dallas dans les années 90 alors qu'il était super bon, tu sais. Puis il perdait 14-0 après 5 minutes. Puis il a collé un time-out, puis il a dit, les gars, il reste 55 minutes. Puis je pense que souvent, on se concentre sur notre vie ici, puis on ne perçoit pas l'éternité, puis qu'est-ce qui vient après, tu sais. Mais effectivement, pour avoir du succès, les principes bibliques s'appliquent, puis ils fonctionnent universellement. Tu vois, je ne serais pas surpris si, vu que tu m'as invité à lire la Bible, je vais le faire. Ça va me faire plaisir. Moi, je vais Mais dire... je ne serais pas surpris. Il y a une corrélation avec tous ces philosophes, parce qu'il y a un philosophe, encore une fois, André Comte, que j'aime beaucoup. Puis lui, même si c'est un athée, il a pris le temps de préciser, la plupart des philosophes, la courbe de la religion commence comme ça. Et ils croient. Puis plus ils font de la philosophie, c'est comme un U. Oui. Puis ils finissent tous par se Absolument. dire que c'est la voie. Puis c'est ça, quand il a pris le temps de faire un U, il dit, tu sais, quand t'es philosophe, tu penses à la mort, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose après, etc. Puis les gars se posent tellement de questions, puis après ça, fou, à la fin de leur vie, les gars sont persuadés. Ben, dans le grec, philosophie, c'est amour de la sagesse. Exact. Donc, ça revient à ça. Il y a tellement d'exemples. Il y a Paul qui va débattre avec, puis il y a 2000 ans, là, qui va débattre avec les Grecs, les philosophes, puis finalement, ils n'ont pas le choix. Ils en viennent à recevoir Jésus. Je te donne l'invitation ici live, mais on fait nos études le jeudi. Si jamais ça tente, je sais que tu viens de la Rive-Sud, monter, puis le tunnel est souvent bloqué, mais je suis sûr que, shout-out les Twins. Si tu as le désir, tu peux le faire. Oh, man. Ça serait... Mais c'est ça, mais je suis sûr que les Twins, avant c'était chez nous, puis mon propriétaire s'est tanné un petit peu du bruit. Le groupe s'agrandit, on est comme une quinzaine, je te dirais, règle générale, mais je suis sûr que les gars vont être contents de t'avoir là, puis que tu vas avoir une belle sagesse à amener, parce que je reviens à ça. Pour moi, j'ai une profonde admiration pour l'idée de dire « je vais aller me battre ». Moi, je peux te dire, les moments les plus difficiles que j'ai vécus dans ma vie, j'en ai perdu des comptes. Puis c'est pour l'ego, puis de le faire devant des gens, puis de mettre ça en péril, tu sais, parce que déjà, tu portes pas grand-chose. Fait que t'es déjà presque tout nu quand t'arrives dans le ring. Puis l'idée de se faire battre, tu sais, Moi, ça, là, l'idée que ta femme est là, comment tu revis... Pour m'être déjà fait battre, puis retourner après ça, puis me lever le lendemain matin, puis de regarder... Wow! Ça, c'est... Ça prend une force incroyable. Fait que, tu sais, pour ça, moi, comme... hats off, vraiment, comme... Il y a quelque chose de fondamentalement fort là-dedans, puis je lève mon chapeau. J'apprécie. Non. Yeah. Vraiment. Puis je vais prendre l'invitation. We'll do it. Let's go. Juste avant de closer, avant de closer, il y avait une question importante, vraiment importante qu'il fallait te poser. Parce qu'on se demandait ça dans le show. Yes. Léo, viens-t'en devant la caméra. Mettons, tu nous regardes. Calif, Léo. Oh my lord. C'est une violence. C'est-tu la sienne en plus? En tout cas, place ça. Léo, il a manqué la caméra. C'est ça qu'ils appellent God's plan? Ben non, mais pourquoi t'es pas passé du bord qu'il y a 0 fil? Passe quoi, man? Comment que Léo, blond, lui, qui donc la caméra, c'est le fait que j'ai dit, viens devant la caméra. Ben viens, tu sais, tant que... Fais juste... Ben, finis la shot, là. Fais attention, Léo, regarde où ce que tu passes, tenez les caméras. Attention. OK. Bon, désolé, bon. OK. On se demandait, nous trois contre toi, qui gagne? Combat en monde. Tu me donnes un contexte. Mais où? Dans la rue? Ouais, dans une bataille dans la rue. Mettons, on tasse tes chaises. Toi ici. C'est parce qu'il faut comprendre que l'application de technique se fait avec beaucoup plus de manière vicieuse. Je sais où frapper. J'aurais pas peur au lieu de frapper, exemple, ton menton puis tout pour te KO, je vais te frapper au niveau de la gorge. Ça prend simplement 10 livres de pression, de briser la trachée. Ça, tu peux plus respirer. Moi, Je vais avoir les mains ouvertes. C'est sûr que quand tu arrives vers moi, c'est sûr que ces 2 doigts-là, ils s'en vont dans tes yeux. Je vais utiliser toutes mes connaissances de manière extrêmement vicieuse. Donc, ça serait... Moi, je te kick d'un couille. Mais tu vois, attention, parce que moi, je kick pas mal plus fort que toi, man. Ben, Tes couilles, ça se peut que t'es vomisses. ça, je te crois à 100%. Mais effectivement, ça reste 3 hommes. Il traîne 300 livres par jour. Ces jambes-là, Ouais, ils crissent ta 300 caméra à livres. terre. Regarde, je suis allé au gym faire des jambes avec Léo hier. Je suis sans commentaire, Léo, sur ça. Quel bien à dire.
À date, la seule chose que tes jambes m'ont faite, c'est sacrer ta caméra. Ciao. Mais, OK, parce que moi, j'étais dans la mentalité, c'est sûr que tu nous fends. Manny, c'est sûr qu'on gagne. Moi, mon principe, c'est drôle parce qu'on en parlait avant, puis je disais, il dit, je veux pas mourir, mais il faut que tu arrives avec l'approche que je suis prêt à mourir. Exactement. C'est sûr qu'il y a au moins un de nous, puis peut-être deux de nous qui va se faire défoncer la face. Mais dans la mesure où, puis, tu sais, tu parlais de contexte, dans la mesure où tu as des vêtements, puis que je réussis à m'accrocher à toi, puis que les autres, tu comprends ce que je veux dire? Pour l'avoir vu dans des contextes de prison, tu sais, où t'as un Hulk, puis... Le but, c'est de swarm. Exemple que si ça avait à se passer, le but, c'est pas de rester loin. Non. Plus tu restes loin, plus tu me donnes le temps. Exactement. Si, mettons, je suis assis, puis les trois vont me sauter dessus, puis tout, ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a un contexte de grab. L'objectif, c'est qu'il y en ait un qui réussisse à faire un semblant de clé de cou, puis que les autres, ils swingent. Exactement. C'est ça. Fait que les chances que tu gagnes, pourcentage. Je pense qu'il t'a regardé toi, puis Léo, puis il a dit... Allons-y avec, encore une fois, Socrate. La sagesse. Je sais. On ne sait rien. Exactement. Juste parce que tu viens de le dire, j'ai eu le flash. Est-ce que tu as déjà lu Auguste Comte? Non. Fait qu'Auguste Comte est le père. Là, on se perd un petit peu dans la philosophie, mais je suis un fan de philosophie. C'est drôle, vous disiez, vous n'avez pas aimé le cégep. Moi, je suis allé au cégep, au pénitencier à 29 ans. Puis c'est ça qui a changé ma vie. C'est vraiment... Le cégep m'a amené à m'ouvrir l'esprit. En ayant l'esprit ouvert, je suis venu à Jésus. C'est comme... Il y a une grosse corrélation là. En raison. Écoute, tu sais, quand ils disent on peut apprendre de tout, nous autres, on a appris que c'était pas notre place. Ouais. Yeah. Il a réussi à tirer des connaissances de ça. Donc, on apprend de tout. C'est ça. Mais tu vois, en étant au cégep, j'ai appris que la prison, c'était pas ma place. Puis, mais donc, Auguste Comte est le père du positivisme. Puis l'idée du positivisme, c'est on sait rien tant qu'on l'a pas vécu. Fait que tu peux dire, c'est sûr que ça fait mal un coup de poing d'en face. Tant que je te donne pas un coup de poing d'en face, tu le sais pas vraiment. Ah, ça sonne. ça fait mal. Fait que je te pose la question pour moi-même, c'est pas grave. Moi-même, m'être déjà fait knocker. Explique-moi un knockout. Peux-tu le décrire? Moi, j'ai pas eu un mauvais knockout. J'ai pas perdu conscience. Okay. J'ai vu un neurologue après. C'était considéré un choc 2 sur 10. Donc, je pourrais pas être capable de dire il y a des gars que j'ai knockés et qui sont jamais revenus. Donc, j'ai été du bon côté de ça. Quand j'ai mangé le coup, puis c'est juste une déconnexion au niveau de tes jambes parce que ton corps, c'est comme s'il se sentait attaqué puis il veut faire le mort. Fait que boum, tu tombes. Un peu comme quand Léo me frappait puis j'ai perdu connaissance. Hein? Ça rappelle? Moi non plus. Donc, c'est ça. Un KO, c'est simplement tu manges un coup puis tu sens que même si tu veux, ton corps n'aurait pas. Yeah. C'est un choc. C'est comme un choc électrique. Yes. Puis t'es là, crime, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai mangé le coup, t'es comme crime, pourquoi le monde tombe? Yes. C'est toi qui tombes. Moi, j'ai mangé le coup en dessous ici, puis genre mes jambes ont tombé, puis j'ai regardé, puis là, je suis encore conscient. Fait que t'as pas spring off, t'as pas été capable de te relever. Ben oui, je me suis relevé tout de suite après. Okay. J'ai mangé la shot, j'ai tombé, l'arbitre il a dit c'est assez, puis j'ai juste fait je me suis assis en indien, première chose que j'ai fait, je me suis mis debout, j'ai tapé le sol. Donc, si j'avais eu une grosse commotion, peu importe, il aurait fallu que je retombe, mais mes pieds étaient encore corrects. Donc, puis j'avais pas... C'est un des combats où j'avais pas eu mal à la tête. J'ai vraiment ma mâchoire qui a mangé 100% du coup. Ça me cloque. Puis j'ai tombé. Sur le dos, j'ai roulé. Puis, tu sais, j'ai pas... c'était pas out, un KO puis tout. Donc, c'était un choc 2 sur 10. Puis là, ça va être différent. Je suis dans une catégorie où les gars sont un peu plus petits. Fait que... espérant qu'il ne frappe pas aussi fort que Jean-Sylvain. Ouais, il s'est battu en 2 mois après, right? Non, il s'est battu 2 semaines après. C'était 2 semaines. Drew Dober est un géant. C'est ça, c'est G-Gold. Ce gars-là, joue. Ouais. Avec la manche. Le gars de Jordan. Ouais, donc Jean-Sylvain, j'ai combattu un gars spécial qui va faire de grandes choses chez les poids plumes. C'est ça. Et moi, je vais dans ma catégorie chez les 135 qui est gravir les autres. Prochain fight? Kensei. Kensei, OK. Non, t'as pas le droit, ça va être en mai. J'ai pas le droit de rien dire. On court encore après la belt? La belt n'a jamais été autant... On parlait de donne-moi la vision, s'il te plaît. Il me l'a donné. Je la vois. À 135, je la vois. Je peux battre Sean O'Malley, je peux battre... C'était ma prochaine question. Ouais, Sean O'Malley, tu fasses le gagner. Je peux le battre. Let's go. Shout out Sean O'Malley, t'as compris? Hey bro, j'ai écouté, genre, je l'écoute plus, mais il y a 1 an, là, avant que je change de vie complètement, j'écoutais genre tous les podcasts à Sean O'Malley parce que c'était du cerveau mou un peu pour moi. Puis genre, c'est qu'il jase, puis avec son coach, il jase de n'importe quoi. Mais
toi qui se bats contre Sean O'Malley, là, Ça va, c'est sûr que je prends pour toi, mais ça serait tellement bizarre de pas prendre pour Sean. Là. c'est correct. Ça serait crazy. T'as le droit, mais check. Dis, vas-y dans l'optique qu'on parlait, une optique positive de tu veux les voir les deux gagner. T'as le droit, That's it, t'as le droit, absolument. Non, mais bro, encore une si fois, tu bats Sean O'Malley, mais quand tu bats Sean O'Malley, ça va être légendaire. Ouais. Ça va être légendaire. 2 questions. Vas-y. C'est quoi l'exclusivité que vous avez avec UFC? Tu sais, tu peux pas faire un combat toi-même, right? OK. on veut faire des sparring et tout. Non, mais tu ne pourrais pas mettre en place un événement et décider de te battre. Non. Ok. À moins que ce soit pour une œuvre de charité, tu sais, pour le plaisir de faire. Mais même là, non, parce que le risque d'injury, Ouais. eux autres seraient vraiment pas contents que tu sortes d'un combat à cause de ça. Deuxième question, parce qu'on en parlait, les combats de boxe. Je suis assez vieux pour me souvenir des combats à 15 rondes, puis pour avoir vu des gars comme Marvin Hagler puis ces gars-là se battre, puis c'était des combats sérieux. Tu as eu des split decisions. Beaucoup. À quel point tu aurais voulu un autre round? C'est-tu des 3 rounds ou des 5 rounds? Même si j'ai pas le verdict, une chose que j'aimais beaucoup de K1 au Japon, c'est quand le fight est en split, extra round. Ça, c'est sick. Ça, c'est malade parce que là, t'as pas de niaisage. Là, là, on va vraiment le savoir. Puis, tu sais, j'ai vu des gars aussi, dont Shane Burgos, là, j'étais vraiment en train de l'allumer au 3e round. Puis, j'étais vraiment en train de le bêter. Puis, par le fait que le premier round était serré, 2e round, il avait gagné ce round-là. 3e round, je l'ai éclaté. Mais, tu sais, à mon avis, même le 3e round devrait valoir plus que tous les autres rounds parce que c'est le round de celui qui est encore là puis qui en veut encore. Puis, souvent, le gars sait que lui est en avance. Il commence à se battre défensif puis à reculer puis tout. Donc, tu sais, il dit, faut pas détester le jeu, il faut apprendre à jouer. Donc, Ouais. il faut jouer selon ses règles. OK. Parce que c'est ça, je disais la dernière fois, je disais, pour moi, quand tu es rendu avec des juges qui prennent des décisions, tu n'es pas loin du patin artistique. Là, tu sais, ça devient une quête de style. Ouais. Tu sais. Exact. Mais au moins, j'ai la chance, tu sais, j'ai un ratio de finish, je pense, de 90%. Tu sais, tous les combats que j'ai gagnés, je les ai quasiment tous finis avant la limite. Donc, il faut continuer à être comme ça. Dana, il dit, c'est de votre faute. Si vous vous rendez au juge, arrêtez de vous plaindre. Je suis d'accord. Donc, messieurs, c'était un honneur. Merci beaucoup d'avoir échangé avec moi. Merci d'avoir été là, Annie. Super Merci découverte. Est-ce qu'on plug des affaires pour toi, Charles? Ouais, c'est des choses que tu veux plugger. Ton compte Instagram qui a été débanni. Ouais, là, il y a des bannies Shout-out. tout, mais tu sais, sentez-vous pas obligé. Si vous aimez qu'est-ce qu'on offre, on fait. Go for it. J'ai des réseaux sociaux. On va mettre beaucoup d'emphase sur la chaîne YouTube prochainement. Là, on est encore dans le dilemme. Ah ouais? Si on pousse vers le français ou plus vers l'anglais, mais bon, ça va être ça la suite. Ouais, je comprends que c'est un débat. Mhm. Ça doit être parce qu'il y a plus de monde à aller chercher en anglais. Beaucoup plus, mais j'aime représenter le Québec. Un cœur pour le Québec. Exactement. Donc, aussi, on va prendre le temps de remercier le barbershop. J-Pads, The Barber Shop. Vous pouvez regarder The Corner Shop. Le lien va être... on va donner le lien dans la bio. Ouais, dans la la bio. description. Sinon, sur Instagram, vous pouvez les rejoindre si tu as besoin d'une coupe de cheveux. C'est dans le coin de Saint-Léonard. Let's go. On finit tout le temps nos épisodes avec une prière de fin. On invite les gens à recevoir Jésus. C'est Mané qui l'amène. Fait que je sais ça. Même chose, fait que j'explique toujours l'Évangile. Je vais te l'expliquer un petit peu comme je le fais avec les gens normalement, mais c'est la Bible dit « Tous ont péché et ont échoué à la gloire de Dieu ». Donc, on a tous des fautes. Je pense que ça, on dit souvent, c'est la partie fertile que les gens reconnaissent. La deuxième partie, ça dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ ». Donc, ça veut dire que même si on est des pécheurs et qu'on mérite de mourir, il y a quand même un don qui est là. Puis le seul critère pour recevoir Jésus, c'est de le confesser comme Seigneur. Fait que j'invite les gens qui nous regardent, ma caméra est là, excuse-moi, je suis mêlé, mais j'invite les gens qui nous regardent à le faire. Si vous voulez recevoir Jésus, c'est rien de plus compliqué que ça. Il suffit juste d'une prière qui reconnaît Jésus. Fait qu'on va le faire. Puis si tu veux répéter, je t'invite à le faire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, lave-moi, lave-moi, purifie-moi. purifie-moi. Merci Jésus, Merci Jésus, parce que tu es mort pour moi. parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité Je crois que tu es ressuscité et que tu reviendras pour moi. et tu reviendras pour moi. Remplis-moi du Saint-Esprit, Remplis-moi du Saint-Esprit. donne-moi une faim pour ta parole Donne-moi une faim pour ta parole et un désir d'aider ceux qui sont perdus. et un désir d'aider ceux qui sont perdus. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fait que la Bible est claire. 2 Corinthiens 5,17, que Jay va mettre juste là, dit « Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le passé est effacé, toutes choses deviennent nouvelles. » Puis c'est ça le message, c'est... Tu sais, puis tantôt on parlait de fierté, puis peut-être que j'ai utilisé un mauvais mot, que le terme n'était peut-être pas le bon, mais c'est l'idée de dire qu'il n'y a rien qui dépend de nous.
C'est la grâce de Dieu. Puis je fais rien pour être sauvé. Jésus a déjà tout fait pour moi. Fait qu'il y a là-dedans quelque chose de profondément libératoire. Je pense que c'est ce que tu allais dire. Exact. En plus, j'allais dire libérant. Bref. Je pense que dans ce cas-là, c'est toi qui as raison, mais en tout cas, on verra. Bref, merci encore. Merci à tout le monde qui se sont rendus jusqu'à la fin. Vous êtes les meilleurs. Like, subscribe, c'est pas encore fait. Nos Instagram sont titres en dessous de nous. Puis on se voit à la prochaine épisode. C'était nous pour le vrai.